Nous allons écouter par ordre alphabétique de leur nom de famille les candidats déclarés pour les élections législatives 2022 de la 6e circonscription Meurthe-et-Moselle. Je vous rappelle que le premier tour de ces élections législatives auront lieu le dimanche 12 juin 2022. Vous êtes bien branchés Radioactivité. Jeanne Amann et son suppléant Sullivan Duby, Reconquête. Franck pour Radioactivité, à l'occasion des prochaines élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022, donc le premier tour le 12 juin, de la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle. J'ai le plaisir de rencontrer la candidate Jeanne Amann et son suppléant Sullivan Duby de Reconquête. Bonjour à tous les deux. Bonjour à vous tous et merci de nous avoir invités. Bonjour à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir invités. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter auprès de nos auditeurs, s'il vous plaît? Oui, alors Jeanne Amann, donc 66 ans, en retraite actuellement, ingénieur télécommunication donc de formation. Je suis originaire de la région, on peut dire. Après, j'ai eu une carrière professionnelle à travers la France et même à travers le monde, puisque j'ai travaillé à l'étranger, notamment en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde. Et je suis revenu dans la région pour m'occuper de ma maman, qui j'espère sera centenaire l'année prochaine. Bonjour, donc Sullivan Duby. Moi, je suis beaucoup plus jeune que Jeanne Amann, j'ai 20 ans. Je suis actuellement étudiant en arts plastiques à l'unité du Solcy à Metz. Pourquoi êtes-vous candidat pour ces élections législatives? Oh c'est bien simple. Éric Zemmour, c'est quelqu'un que je connais depuis pas très longtemps quand même, mais assez longtemps. Ça fait une vingtaine d'années que je lis ses livres. Ses livres m'ont toujours passionné. Il nous parlait de l'histoire de France, il nous parlait des difficultés de la France. Et le jour où il s'est présenté en politique, je me suis dit, il y a pas, c'est mes idées, il faut que je le suive. Et vous? Alors personnellement, moi, Éric Zemmour, je l'ai rencontré sur CNews. Et moi, ce qui m'a plu chez lui, étant moi-même amoureux de l'histoire de France, c'est sa connaissance de notre histoire. Et pour moi, un candidat à la présidentielle, un futur président, doit connaître l'histoire de la France pour pouvoir continuer à en écrire les pages. Alors si demain vous êtes député, quel serait votre programme? Alors, si j'étais député, donc déjà avant tout, ça serait surveiller l'action du gouvernement parce qu'il y a un laisser-aller total. Le gouvernement actuellement fait ce qu'il veut. Emmanuel Macron se comporte comme un despote vis-à-vis de l'ensemble des Français. Et je regrette que les députés actuels ne l'aient jamais contrarié sur cet aspect-là. Maintenant, plus localement, par rapport à la 6e circonscription, la première chose que je ferais, ça serait revitaliser les campagnes. C'est très très important de remettre du régalien dans les campagnes. Et la remise en place du régalien, pour moi, ça passe par la remise en place des écoles dans tous les villages. À partir des écoles, on peut commencer à renforcer un petit peu le rôle des secrétariats de mairie en leur donnant des rôles bien plus larges qui couvriraient toute la mission régalienne de l'État. Alors pour nous, la revitalisation des campagnes passerait par la prime de 10 000 € qu'Éric Zemmour voudrait instaurer pour les jeunes couples de 20 à 30 ans qui s'installeraient en campagne, qui se seraient installés depuis 2 ans et qui recevraient à chaque enfant une prime de 10 000 € pour les inciter à rester en campagne et à revitaliser nos campagnes qui sont, on le rappelle, les sources vitales de la France. Je voudrais rajouter aussi un gros problème de la désertification médicale. Pourquoi voulez-vous qu'un médecin aujourd'hui s'installe en zone rurale ? Quel intérêt il a? Il peut pas développer sa famille, il peut pas emmener ses enfants à l'école, dès qu'il veut faire quelque chose, il est obligé de faire des kilomètres et des kilomètres, c'est pas possible. En revitalisant les campagnes et en remettant les écoles en place, en remettant les régaliens en place, on donne une certaine attractivité aux campagnes et là vous verrez que les déserts médicaux disparaîtront. Alors quand on dit revitalisation des campagnes, Pont-à-Mousson, est-ce que justement c'est une commune par exemple qui est considérée comme une campagne? Hélas. On pourrait croire que Pont-à-Mousson, c'est une grande ville. C'est vrai que lorsqu'on vient à Pont-à-Mousson, elle nous paraît très attractive. Mais regardez, les services fiscaux ont été fermés. Qu'est-ce qui se passe vu de Paris? Pont-à-Mousson, qu'est-ce que c'est? C'est un grand village, c'est tout. Et là, l'action qu'a menée la CGT contre la fermeture des services fiscaux, nous la soutenons pleinement. Dans votre programme, quels seraient les autres points que vous voulez aborder? Moi, j'aimerais aussi vous parler un petit peu d'écologie, puisque moi-même, je suis jeune et la question nous touche. Et j'aimerais adresser un mot à tous les verts qui nous écoutent. Ça serait comment voulez-vous modifier notre moyen de production électrique sans en changer la manière dont nous consommons actuellement dans le monde? Puisque vous nous décrivez un monde dans lequel on passe du nucléaire à l'éolienne, mais vous continuez à importer vos produits à l'autre bout du monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je considère qu'à Reconquête, nous sommes sûrement le parti le plus écologiste, puisque nous promouvons
la localité de tous nos produits. Nous faisons la promotion du nucléaire parce que c'est une énergie qui nous permet de rester indépendants. En effet, les éoliennes, elles viennent d'où? De l'extérieur de la France. Nous ne produisons pas d'éoliennes en France. Nos éoliennes nous coûtent cher. Regardez votre facture d'EDF. Vous voyez la petite ligne supplémentaire, justement, soi-disant pour une écologie verte, en fait, qui n'est pas du tout verte. Et on sait très bien que les éoliennes et les panneaux solaires sont produits à l'autre bout du monde et que là, salir la planète de l'autre côté, comme par hasard, les écologistes français, ça leur importe peu. Or, le monde, c'est le lieu où nous habitons tous, et il faut être propre de tous les côtés de la planète. Le pouvoir d'achat est-il l'une des priorités également de Reconquête? Alors actuellement, avec ce que vivent les Français, oui, le pouvoir d'achat, c'est quelque chose de très très important. Actuellement, l'inflation, c'est à peu près 80 € par mois par Français. Je vous laisse comparer ce chiffre par rapport à la prime que donne Monsieur Macron généreusement, 100 € par-ci, par-là, et encore pas tout le monde. Alors c'est sûr que pour certains bobos parisiens, 80 € c'est rien du tout. Mais pour la plupart de Français, ça commence à être important, surtout que c'est tous les mois. Nous proposons donc de resserrer l'écart entre le net et le brut en termes de salaire, de façon à ce que chacun puisse gagner un peu plus. Un autre point important sur le pouvoir d'achat, il faut voir un petit peu d'où vient l'inflation aujourd'hui. L'inflation, elle a deux causes. La première cause, c'était soi-disant le quoi qu'il en coûte Covid de M. Macron. La deuxième cause, c'est ce qu'on nous met sur le dos de la guerre en Ukraine. Alors le quoi qu'il en coûte de M. Macron, c'est très bien, il a bien endetté notre pays. Nous sommes passés grosso modo de 2000 milliards à 3000 milliards, que nous allons payer très très cher avec l'inflation qui est en train de revenir. Et le deuxième, c'est la guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine qui est tout à fait catastrophique. C'est vraiment honteux qu'on en soit arrivé à faire une guerre dans ce pays-là. Et l'origine de la guerre en Ukraine, qu'est-ce que c'est finalement? C'est notre incapacité à pouvoir discuter avec les Russes. En 90, lorsque la URSS s'est effondrée, il aurait fallu à ce moment-là intégrer directement la Russie, commencer à discuter avec eux et multiplier les échanges avec la Russie. La Russie, c'est un pays qui est fier, c'est un pays qui est digne, et je ne vois pas pourquoi on leur tourne le dos comme on le fait actuellement. Au niveau de nos relations avec la Russie, aujourd'hui, on voit bien que c'est très coûtant pour les Français, les sanctions qui sont imposées. Et finalement, seuls les Français sont sanctionnés par les sanctions soi-disant européennes ou américaines. Donc, en réalité, on voit pas réellement l'intérêt des Français à s'intégrer dans cette guerre, ou en tout cas en faire partie d'une manière assez parallèle. Donc avec Reconquête, j'aimerais apporter une solution de paix dans les plus brefs délais pour que la situation revienne à la normale et que les Français arrêtent de payer le prix fort, une guerre qui n'est ni la nôtre et que nous n'avons ni voulu ni accepté. J'aimerais ajouter un mot au sujet du Covid, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous explique que notre pays n'arrive plus à trouver de soignants, mais en même temps on nous dit qu'aujourd'hui 15 000 soignants ont été exclus du système hospitalier pour raison qu'ils ne sont pas vaccinés. Je trouve ça honteux. Personnellement, je connais des gens, j'ai dans ma famille un cas comme ça, et si vous voulez, je comprends pas qu'on en arrive à un point où aujourd'hui, on vous dit qu'on n'arrive pas à trouver de soignants, mais en même temps, on en exclut 15 000. Donc, si vous voulez, je pense que c'est un scandale d'État à ce niveau-là, et qu'il faudrait intégrer sur le champ ces soignants qui, eux, se sont battus durant toute la période du Covid, alors qu'ils n'avaient ni masque, ni gants, ni quoi que ce soit en réalité, pour se prémunir de cette maladie qu'on connaissait mal il y a 2 ans de cela. Aujourd'hui, on connaît le Covid. On voit bien également que c'est une maladie qui en réalité touche peu de monde. Et même dans ce peu de monde qui est touché, en réalité, ce sont vraiment très peu de cas qui sont virulents et qui sont dangereux. Donc, on pourrait aussi parler de la vaccination qui a été quasiment obligatoire. Par exemple, je vais prendre mon cas personnel, j'ai 20 ans. J'ai refusé la vaccination. Ça fait 2 ans que j'ai ni été au restaurant, ni partout ailleurs. Voilà, pour terminer, j'insiste sur un point, c'est rassembler, Il faut rassembler les Français. Il faut arrêter de fracturer les Français. On a encore vu ce week-end au Stade de France ce qui s'est passé.
Éric Zemmour a un message, rassembler la droite. Oui, effectivement, il faut rassembler la droite. Mais il a un deuxième message qui n'est jamais passé en fait sur les ondes. C'est rassembler les Français, rassembler tous les Français, rassembler tous ceux qui veulent vivre français. Et là, j'en appelle aussi à nos amis musulmans. C'est pas parce qu'ils ont une religion musulmane que c'est pas aussi une religion française. Ils font partie de la France. Si vraiment ils veulent s'intégrer à la France, il faut qu'ils votent reconquête avec nous. Il faut que tous ensemble nous reconstruisions la France grande que nous avons connue par le passé. Alors, c'est vrai que 10 minutes, c'est très court. Alors, si on veut l'ensemble de votre programme, est-ce qu'on peut les retrouver sur Internet ? Oui, alors, c'est possible de le retrouver sur Internet. Alors, sur parti-reconquête.fr, vous allez retrouver l'ensemble du programme. Et plus particulièrement, jeanneaman.fr, si vous voulez soutenir ma candidature, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire directement. Je rappelle que dans le cadre de ces élections législatives de la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle, vous êtes candidate Jeanne Aman avec votre suppléant Sullivan Duby sous l'étiquette Reconquête. Je vous rappelle que le premier tour de ces élections aura lieu ce dimanche 12 juin 2022. Merci beaucoup à vous, à très bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, au revoir. Vous êtes bien branchés, Radioactivité. Dominique Barbin et son suppléant Lucien Aubert, lutte ouvrière. Franck pour Radioactivité dans le cadre des élections législatives, premier tour ce 12 juin. Concernant la 6e circonscription Meurthe-et-Moselle, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Barbin. Bonjour. Bonjour. De l'étiquette lutte ouvrière et avec nous également votre suppléant Lucien Aubert. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lucien Aubert, voilà, et j'ai travaillé comme sidérurgiste, et après j'ai travaillé au théâtre Gérard Philippe, et j'ai été aussi assistant de vie scolaire auprès des enfants handicapés dans les écoles. Dominique Barbin, pouvez-vous également vous présenter ? Je suis retraité de l'enseignement. J'ai enseigné pendant toute ma carrière professionnelle au lycée agricole de Pixérécourt à Nancy. J'ai contribué à former les jeunes et à leur donner les moyens de comprendre le mieux possible la nature et le monde qui les entoure. Et donc aujourd'hui, je suis en retraite et militant de lutte ouvrière. Pourquoi êtes-vous candidat ? Alors je suis candidat, c'est pour faire entendre le camp des travailleurs, parce que aujourd'hui les travailleurs subissent la crise, subissent l'exploitation, la précarité, et il faut que dans cette élection, on puisse montrer que nous, les travailleurs, on mérite autre chose que ce qu'on nous fait subir aujourd'hui. Aujourd'hui, on subit l'inflation galopante, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat des salaires diminue de plus en plus, des salaires, des retraites, des allocations. La hausse des prix, c'est un véritable racket pour les travailleurs et pour les classes populaires d'une manière générale. Et pour ça, il faudra que les travailleurs se défendent, parce que je ne pense pas que ce sont les députés, que c'est le gouvernement qui va faire quoi que ce soit pour nous protéger par rapport à cette inflation. Et il faudra que nous nous rassemblions, que nous nous organisions, parce qu'il faudra des mouvements collectifs, des mouvements d'ampleur, pour qu'on inverse la situation et qu'on arrête de subir. Maintenant, on va faire un petit point sur le programme, un programme de lutte pour protéger, on va dire, notamment les ouvriers. Oui, un programme de lutte, à la fois par rapport à cette inflation galopante, et il est urgent que les salaires soient revalorisés. Il faudrait des augmentations d'au moins 300, 400, même 500 euros pour ne serait-ce que rattraper la perte de pouvoir d'achat qu'il y a depuis des années et qui s'est accélérée avec cette situation d'inflation. Et pour ça, il faudra des augmentations, et en même temps, il faudra qu'on obtienne l'indexation systématique des salaires, des pensions de retraite, des allocations par rapport à la hausse des prix. Il faudra que ça sera revalorisé systématiquement, et pour ça, il faudra l'imposer au patronat, il faudra l'imposer au gouvernement, parce que ils ne feront rien du tout pour nous protéger. Il y a quelques mesures qui sont prises, c'est des primes pour ceci, des primes pour cela, c'est du saupoudrage, mais ça ne permet pas de se défendre par rapport à la situation qui est grave actuellement. Voulez-vous compléter ? Oui, on dit qu'aucun salaire, aucune pension, aucune allocation devrait être en dessous de 2000 euros net.
Parce que les travailleurs qui ouvrent leur frigo ou leur truc, ou qui découvrent leur facture de gaz ou d'électricité, on demande toujours, et on est pour l'indexation des prix sur les salaires, donc et d'ouverture des comptes des entreprises aussi. C'est vrai que le pouvoir d'achat est peut-être l'une des priorités également de tous les citoyens, avec notamment cette situation un peu difficile par rapport à cette guerre en Ukraine. Alors la guerre en Ukraine, elle est un prétexte pour racketter la population sur les prix, parce que en fait c'est le résultat de la spéculation. Les grands groupes capitalistes qui ont le monopole de la production, de la distribution des richesses, profitent des pénuries pour augmenter les prix, pour se faire énormément d'argent. Et on l'a vu, les grands groupes capitalistes ont fait énormément d'argent pendant la crise du Covid. Et puis ça continue encore actuellement. On voit qu'un groupe comme Total a fait près de 15 milliards de bénéfices et il compte continuer avec la flambée des prix du pétrole et aussi avec la flambée des prix notamment de l'agroalimentaire. Et il y a aussi le problème du chômage et de la précarité. Parce que les patrons dans les entreprises se sont débrouillés pour accentuer l'exploitation en modifiant sans arrêt les horaires, en pressurant les travailleurs et en mettant un certain nombre de travailleurs au chômage. Et d'un côté, il y a ceux qui travaillent trop, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui se désespèrent au chômage. Et à Lutte ouvrière, on pense qu'il faudra la répartition du travail entre tous. Il faudra imposer qu'il y ait 0 chômeur et que on travaille moins, mais qu'on travaille tous. Il faudra l'imposer au patronat avec maintien des salaires. Et ça sera un combat important. Mais pour ça, il faudra une mobilisation importante et aucun gouvernement ne nous donnera ça. Il faudra qu'on l'impose aux capitalistes. Moi, je voudrais parler des candidats de droite et d'extrême droite qui roulent pour le patronat et qui daignent mettre en avant des petites mesures sociales. Les travailleurs français comme immigrés sont une seule classe ouvrière qui est exploitée par les capitalistes. Il ne faut pas qu'ils se leurrent avec ces idées qui sont pas de leur côté et qui les mettront au bas de l'échelle. Donc nous, on combat ces idées et on demande aux travailleurs de tous les pays de s'unir pour combattre les capitalistes. L'argent, où ça va justement en entreprise, c'est aussi un des thèmes importants de lutte ouvrière. Oui, il faudra que le monde du travail exerce un véritable contrôle sur les décisions des entreprises, sur leurs comptes, parce qu'il faut qu'on sache où va l'argent. On voit que les entreprises font des milliards de profits. Il y a eu 160 milliards de profits l'an dernier annoncés par les entreprises, simplement les entreprises du CAC 40, les 40 plus grosses entreprises du pays. Cet argent-là, à quoi il sert, où il va? Et on voit que les entreprises font d'énormes profits. Saint-Gobain, par exemple, l'entreprise locale, annonce que le premier semestre 2022 sera encore meilleur pour du point de vue des profits, des résultats de l'entreprise que le premier semestre 2021. Et pour les salaires, il n'y a rien qui apparaît et ça se fait. Ces bénéfices-là se font avec beaucoup de précarité, parce qu'il y a beaucoup d'intérimaires et pas d'embauche, très peu d'embauche. Et il faudra que la classe ouvrière, le monde du travail, impose la répartition du travail entre tous. Est-ce qu'on peut conclure, s'il vous plaît? Oui, notre candidature, elle a pour but de rassembler tous ceux qui ne se résignent pas parmi les travailleurs. Il va falloir que le monde du travail mette sa candidature à la direction de la société, parce que le capitalisme mène le monde à la catastrophe, que ce soit par les guerres qui ont été permanentes, avec la guerre maintenant aux portes de l'Europe en Ukraine, parce que la crise, c'est de plus en plus de chômage, de précarité, de misère, parce que aussi on voit que la planète est en danger. Parce que qu'est-ce qui commande, qu'est-ce qui dirige dans la société, c'est la recherche du profit, c'est uniquement la recherche du profit. Il faut que l'intérêt général, l'intérêt de l'ensemble de la population prévale. Et pour ça, les travailleurs, ils ont les moyens d'imposer leurs solutions, ils ont les moyens d'imposer
autre chose. Il faudra qu'on exproprie les capitalistes. Il faudra que les travailleurs, puisque c'est eux qui font tout dans la société, ils dirigent la société. Ça sera pour l'intérêt général, pour l'intérêt de tous, et la société, elle fonctionnerait bien mieux qu'avec les capitalistes comme c'est aujourd'hui, où on va de crise en crise. Et on sombre, la société est en train de sombrer dans la misère. On voit qu'il y a une déliquescence des services publics parce que l'argent ne va pas à l'essentiel, ne va pas là où c'est nécessaire. On voit que les services d'urgence ne sont plus en capacité d'accueillir les patients, d'accueillir ceux qui en ont besoin. Tout ça parce que il y a eu toute une politique, et ça tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, on fait une politique d'économie sur les services publics, et il faut que le monde du travail dise qu'il en a assez et qu'il ne compte plus sur les promesses électorales. C'est pas les majorités parlementaires, quelles qu'elles soient, qui pourront apporter une amélioration à la situation. Il faudra que les travailleurs prennent en main les affaires de la société, se mêlent de politique, et c'est à ça que je les invite. Et l'élection de dimanche, c'est une occasion de renforcer le camp des travailleurs, le monde du travail, c'est de renforcer cette conscience que la société, il va falloir la changer. Nous sommes candidats communistes, révolutionnaires et internationalistes. Nous ne voulons pas gérer le système, nous voulons le renverser et le diriger. C'est par rapport aux autres candidats, c'est tout à fait à l'opposé. Si vous souhaitez avoir le programme détaillé de la lutte ouvrière, n'hésitez pas à aller sur internet lutte-ouvrière.org. Avec nous, on rappelle Dominique Barbin, vous êtes candidat à lutte ouvrière, et votre suppléant Lucien Aubert dans le cadre de ces élections législatives de la 6e circonscription Meurthe-et-Moselle. Merci beaucoup à vous deux. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes bien branchés Radioactivité. Anthony Boulogne et sa suppléante Angelina Ribaud, Rassemblement National. Franck pour Radioactivité, dans le cadre des élections législatives, premier tour ce dimanche 12 juin, je rencontre aujourd'hui Anthony Boulogne, candidat du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Alors pouvez-vous tout d'abord vous présenter auprès de nos auditeurs, s'il vous plaît? Bien sûr, je m'appelle Anthony Boulogne, j'ai 28 ans, 29 la semaine prochaine. Je suis candidat aux élections législatives sur la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle pour le Rassemblement National. Je suis cadre commercial dans l'expertise comptable et je suis accompagné pour ces élections de ma suppléante Angelina Ribaud, qui a été candidate RN sur le canton de Pont-à-Mousson lors des départementales et dont les habitants de Pagny-sur-Moselle connaissent bien. Alors pourquoi êtes-vous candidat ? Alors tout d'abord, je suis candidat dans le cadre de ces élections législatives pour un certain nombre de points, mais aussi pour faire vivre tout d'abord notre démocratie et les élections qui en découlent, et parce que je pense qu'aussi les habitants de la 6e circonscription ont besoin et ont envie d'un profond changement. Ils l'ont exprimé lors de l'élection présidentielle où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour et au second tour de l'élection présidentielle dans notre circonscription. Donc je suis là pour représenter leurs idées et qu'ils aient un député qui représente leurs convictions et leurs idées à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur votre programme, s'il vous plaît ? Oui, alors dans la continuité de l'élection présidentielle, notre programme, vous le savez, on a mis le point vraiment et le cœur sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes qui sont durement impactés en ce moment par l'inflation et la conjoncture actuelle. Donc ça passe notamment par la baisse de la TVA à 5,5% sur les produits énergétiques, l'essence, le diesel, l'électricité, le gaz, et déjà ça va leur donner une petite bouffée d'air. C'est aussi la baisse, la suppression de la TVA, une TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité. Donc c'est des mesures concrètes, immédiates, qui soulagent leur pouvoir d'achat. Et c'est vrai que c'est peut-être l'une des priorités à nos concitoyens, le pouvoir d'achat. Oui, exactement. Ils sont obligés de faire le plein, notamment ceux qui vivent en ruralité. Ils vont faire les courses. Vous le savez, moi je suis pas un professionnel de la politique, je travaille. Et quand je vais faire les courses, le plein, c'est vrai qu'on se rend tous compte de l'inflation qui nous touche beaucoup et qui va avoir des conséquences désastreuses, notamment chez les classes moyennes, chez les classes populaires. Alors quels sont les autres points qu'on peut informer auprès de nos auditeurs par rapport à votre programme ? Oui, alors on est aussi fermement opposé à la réforme des retraites que Emmanuel Macron va soumettre au Parlement extrêmement rapidement. C'est dans son programme, retraite à 65 ans, qui est une réforme extrêmement injuste avec la suppression des régimes spéciaux. Donc nous on sera dans une opposition ferme
à ce projet. Nous, vous le savez, on était pour une retraite entre 60 et 62 ans. C'est aussi une réforme qu'on voulait faire de justice sociale. On estime que voilà, quand on a travaillé 40 ans, on a le droit de profiter en bonne santé. Je tiens à le préciser, on parle souvent de l'espérance de vie qui augmente, mais c'est l'espérance en bonne santé qui compte, parce qu'il faut qu'on puisse profiter de ses vieux jours et de sa retraite paisiblement. Alors c'est important aussi de conserver, on va dire, nos services publics. Ça fait partie de votre programme également. Exactement, on voit les Français payent de plus en plus d'impôts, mais ils ont l'impression de ne pas avoir le retour au niveau du service public. On a de moins en moins de services publics, on le voit dans l'hôpital public qui est en crise actuellement, on est en train de fermer des urgences, ça les Français le comprennent vraiment pas, notamment qu'on a suspendu 15 000 soignants qui n'étaient pas vaccinés, on leur a demandé de travailler avec des blouses, des sacs poubelles, on les a applaudis à 20h, et maintenant on les traite un peu comme des moins que rien. Donc nous on demande leur réintégration déjà immédiate pour la santé, ça va déjà soulager nos services d'urgence, et aussi dans l'éducation, vous le savez, il faut revaloriser le salaire, notamment de nos soignants et de nos enseignants, pour avoir une attractivité plus importante à l'emploi et donner du service public, notamment en ruralité. Je pense aussi au centre des finances publiques de Pont-à-Mousson qui est sur le point de fermer. Donc non, il faut remettre au cœur le service public. Les Français le paient aussi avec leurs impôts, leurs charges, leurs subventions. Donc c'est très important d'avoir ce service public de proximité pour le bien-être de tout le monde. La démocratie fait aussi partie du programme du Rassemblement national ? Oui, nous on avait proposé lors de cette campagne présidentielle le référendum d'initiative citoyenne, donc à l'initiative des citoyens qui pourraient déclencher un référendum sur un projet de loi ou proposer même une certaine proposition. Je pense que ça va permettre, vous savez, le dernier référendum de 2005 a été bafoué et on n'a pas fait de référendum depuis. Je pense que le pouvoir en place a peur du peuple, peur du référendum, et je pense que voilà, les concitoyens ont besoin d'être associés à la chose publique. Donc première chose, référendum d'initiative citoyenne pour que tout le monde puisse s'exprimer. Deuxième chose, on est dans le cadre de ces élections législatives. Nous, on est pour la proportionnelle intégrale avec prime majoritaire, bien sûr, aux gagnants pour éviter de basculer sous la 4ème République et l'instabilité qu'on ne souhaiterait pas. Donc voilà, la proportionnelle intégrale qui va permettre à tous les partis d'être représentés légitimement. Vous le savez, le Rassemblement national actuellement a seulement 8 députés. Vu le poids politique que nous pesons, c'est à peu près pareil pour la France insoumise. Donc non, la proportionnelle intégrale, elle me paraît urgente. Alors quels sont les autres thèmes que vous souhaiterez aborder pour annoncer auprès de nos auditeurs pour ces élections législatives ? Tout d'abord, je leur demande de se mobiliser. C'est important, l'abstention, elle touche tous les segments de population. Donc je leur dis de se mobiliser. La présidentielle, en quelque sorte, n'est pas terminée. On est dans ce 3e tour. Et notamment dans la 6e, je leur dis que le politique et la politique, elle touche tous les aspects de leur vie. Donc c'est important de se déplacer aux urnes pour décider. Après, je leur dis aussi qu'on a d'autres propositions. On est un peu serré par le temps, mais voilà, notamment dans l'emploi, on va leur proposer, nous, si on avait une majorité potentiellement à l'Assemblée nationale, une augmentation, de 10% de leur salaire, et le patron sera exempté de charges patronales. C'est une mesure aussi à l'initiative bien sûr du patron, mais qui permet d'augmenter un petit peu les salaires. Dans le cadre, bien sûr, tout ça est lié aussi au pouvoir d'achat, qui est très important pour nous. Quels sont les autres thèmes que vous souhaiterez aborder ? Oui, alors un thème qui nous est cher au Rassemblement national, bien sûr, c'est de contrôler l'immigration, notamment clandestine et régulière, et aussi d'assurer la sécurité des Français. Je pense que c'est un vrai problème qui se pose tant dans les villes intermédiaires et dans les centres-villes, comme Pont-à-Mousson, qui peuvent subir parfois la nuit des faits de délinquance, mais aussi dans la ruralité avec des cambriolages qui se multiplient. Donc nous, on plaidera toujours, et moi, si je suis les députés de la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle, je le dis aux habitants, je voterai toujours les propositions qui seront là pour améliorer leur sécurité, améliorer leur bien-être. Voilà, je voudrais aussi rappeler l'importance du rôle du député à l'Assemblée nationale, qui est là quand même pour contrôler l'action du gouvernement. Donc c'est un rôle extrêmement important. Nous, on l'a dit clairement pendant cette campagne, on ne veut pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron pour ces 5 prochaines années. Donc on va être des députés extrêmement combatifs. Les Français peuvent compter sur nous, comme ils ont pu compter sur Marine Le Pen pour défendre leurs idées. Donc premièrement, et le rôle du député, c'est aussi d'être à l'écoute, d'être un élu de terrain, ce qui n'a pas été le cas pendant la dernière mandature avec Madame Fiat notamment. Donc moi, je serai un député de terrain, de proximité. Et une proposition que je vais faire, c'est d'avoir une permanence mobile durant ces 5 années. Donc tous les territoires sont représentés. Vous savez que la 6e circonscription s'étend de Maxéville à Jarny, passant par Dieuloir, Pont-à-Mousson. Donc c'est une circonscription extrêmement vaste. Et j'aimerais bien que tous les citoyens aient l'opportunité pendant ces 5 ans de me rencontrer au plus près d'eux. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur l'environnement ? Oui, exactement. Donc vous le savez, nous on est très attachés quand même à la protection de notre environnement et de nos paysages. Je reviens sur les paysages, notamment, je m'étais rendu à Nomigny auprès des habitants qui viennent de voter par référendum contre un projet d'installation d'éoliennes
sur la commune. Vous le savez, le Rassemblement national prend très à cœur le sujet du réchauffement climatique. Et donc là, par contre, il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment, notamment avec les éoliennes qui sont une énergie extrêmement subventionnée, qu'on paye très cher, qui détruisent nos paysages, font baisser la valeur foncière de nos habitations. Vous le savez, nous, on est pour le développement du nucléaire parce qu'on estime qu'en 2022, on va avoir besoin de beaucoup d'énergie. On a tous des smartphones, des tablettes, on veut peut-être tous rouler électrique un jour, c'est le but, et on ne pourra pas s'en passer. Donc j'avais interpellé les candidats, notamment de la France Insoumise et de la République En Marche dessus, qui n'ont pas su apporter de réponse. Donc voilà, nous, on voudra mettre le paquet sur le nucléaire pour assurer une indépendance énergétique à notre pays, qui va en avoir besoin. On le voit notamment avec la crise en Ukraine, avec ce conflit russe et ukrainien qui va avoir des impacts lourds sur notre économie, notamment sur notre indépendance énergétique avec l'embargo du gaz et du pétrole russe fin 2022 décidé par Emmanuel Macron, qui va avoir des conséquences désastreuses sur le pouvoir d'achat des Français et sur notre indépendance énergétique. L'agriculture est aussi un thème important pour le Rassemblement national. Tout à fait. J'étais en plus ce matin même à la rencontre des agriculteurs et notamment des représentants de la FNSEA qui m'ont exprimé leurs difficultés, notamment avec l'inflation des matières premières et des cours, notamment de l'azote qui sert d'engrais. Donc du coup, nous, on est très à l'écoute de nos agriculteurs qui font partie de notre souveraineté alimentaire. C'est extrêmement important. On voit qu'aujourd'hui, notre balance commerciale, notamment dans le secteur agricole, est en train de fondre. Et notamment, si on enlève les vins et les spiritueux, on voit qu'on importe plus maintenant de fruits et légumes de l'étranger qu'on en exporte et qu'on en consomme sur notre territoire. Donc c'est un vrai sujet. Nous, on sera toujours aux côtés des agriculteurs. On va pas leur imposer des suppressions, demander la suppression, l'interdiction de produits dont ils ont besoin, notamment pour l'agriculture, si on n'a pas un remplaçant à ces produits qui est aussi efficace et dans les mêmes tarifications. Le transport est-il un sujet qui tient à cœur le Rassemblement national ? Bien sûr, c'est un vrai sujet, les mobilités de nos concitoyens, qui sont, vous savez, on est dans une circonscription assez rurale et assez dense, assez espacée, donc où nos citoyens prennent plus la voiture que dans d'autres circonscriptions. On n'a pas de grosse métropole qui dispose des infrastructures nécessaires. Donc, puis vous le savez, les dotations aux collectivités locales ont considérablement baissé sous la mandature d'Emmanuel Macron. Donc nous, de toute manière, ce qu'on proposera, c'est des aides ciblées, notamment pour les communes, les intercos, pour qu'elles puissent développer au maximum les transports en commun. Je pense à des villes comme Vitonville et Champé qui sont totalement dépourvues de transport quasiment. Donc les habitants de la ruralité ont le droit d'avoir des bus réguliers qui leur permettent de faire le lien entre la ruralité et les villes de taille intermédiaire, comme par exemple Pont-à-Mousson. Un petit mot pour conclure ? Oui, je voudrais dire à tous les habitants de la 6e que je serai un député de proximité, de terrain, et surtout qu'ils ont déjà gagné cette circonscription au premier et au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc maintenant, je leur demande d'aller voter, c'est très important, et de transformer l'essai afin qu'ils aient réellement un député qui représente leurs idées, leurs convictions à l'Assemblée nationale. Si on désire plus de renseignements, est-ce qu'on peut retrouver le programme intégral sur un site internet ? Oui, je vous invite à me suivre sur Facebook, sur notre page Anthony Boulogne 2022, et vous pourrez trouver toutes les propositions pour ces élections législatives sur le site du Rassemblement national. Avec nous, Anthony Boulogne du Rassemblement national. Je vous rappelle que les élections législatives, premier tour, c'est ce dimanche 12 juin 2022. Merci beaucoup de votre venue. À très bientôt, au revoir. Merci beaucoup de votre invitation. Vous êtes bien branchés Radioactivité. Xavier Coupeil et sa suppléante Laetitia Coupeil, animaliste. Franck pour Radioactivité, dans le cadre de ces élections législatives, il y a avec nous dans le studio de Radioactivité Xavier Coupeil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat avec votre suppléante Laetitia Coupeil sous l'étiquette animaliste. Alors pouvez-vous tout d'abord vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, donc moi je suis Xavier Coupeil, j'ai 39 ans. Je suis donc marié à Laetitia Coupeil qui est mon épouse et qui est aussi donc ma suppléante. Nous avons 3 enfants ensemble, nous avons 4 chats également. Nous vivons actuellement sur la commune de Noroy-les-Pont-à-Mousson. Et je suis technicien installateur donc pour une société médicale qui est basée sur Raton, donc j'installe du matériel médical au domicile des patients. Mon épouse, quant à elle, est actuellement agent d'accueil au lycée Loritz à Nancy. Pourquoi êtes-vous candidat ? Donc là, je suis porté candidat effectivement pour porter la voix de la cause animale, comme on le voit effectivement depuis plusieurs années. Au niveau des gouvernements, la cause animale n'est pas du tout prise en compte. On la voit apparaître seulement au niveau des élections et après effectivement elle disparaît très rapidement. Or actuellement on a une urgence climatique, on a une urgence au niveau de la souffrance animale effectivement, où peu de choses sont faites actuellement, voire même rien du tout. Et il faut vraiment que les gens s'engagent actuellement pour pouvoir améliorer tout ça. Peut-on donner justement votre programme, s'il vous plaît ? En priorité, nous, ça sera vraiment la fin de l'élevage intensif. On voit effectivement qu'actuellement l'élevage intensif cause beaucoup de dégâts, que ce soit au niveau de la souffrance animale, mais également ça a des répercussions sur l'être humain puisque l'élevage intensif apporte des maladies, notamment des pandémies comme on a pu le voir récemment dues à l'élevage intensif.
Et donc actuellement, comme on peut le voir au niveau des élevages, c'est que les animaux sont extrêmement nombreux, beaucoup trop. Et au niveau des infrastructures, ça ne correspond pas du tout à ce qui devrait être actuellement. On devrait revenir vers un mode beaucoup plus respectueux de l'animal. Actuellement, il n'y a aucun respect. On voit bien que les animaux sont donc élevés dans des espaces clos, dans un surnombre. Ils subissent de nombreux traumatismes. On peut citer l'exemple des cochons, par exemple, qui à 85% des cas ne voient pas la lumière du jour tout le temps de leur élevage, avec des pratiques barbares qui sont pratiquées sur eux, comme la stérilisation à vif ou encore le coupage des queues. Et tout ça fait qu'effectivement l'élevage intensif est quelque chose qui n'est bon ni pour les animaux, ni pour la planète, ni pour l'homme en fait. Alors dans votre programme, vous souhaiterez également la création d'un ministère de la protection des animaux ? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on ait quelqu'un qui se charge de la protection animale. On peut le voir actuellement au niveau des ministères. On a certes un ministre de l'écologie, mais finalement qui s'engage peu au niveau des animaux. Et il faudrait vraiment quelqu'un qui s'occupe spécialement de cette cause pour pouvoir porter ces idées-là. Donc évidemment, grâce à un ministère de la protection animalière, ça permettrait effectivement de légiférer de nombreuses lois qui permettraient donc de mettre en place la protection animale. Actuellement, il n'y a pas vraiment de statut juridique qui peuvent protéger les animaux, que ce soit les animaux de compagnie ou que ce soit les animaux dits liminaires ou les animaux sauvages. Et il serait important qu'effectivement on puisse mettre en place des choses pour faire la protection des animaux. Donc nous actuellement, ce qu'on souhaite faire effectivement pour le quinquennat actuellement qui est lancé, c'est de lancer une grande cause animale, donc entre 2022 et 2027, pour que ce sujet soit vraiment mis sur la table et que toutes les parties se penchent dessus et qu'on trouve des solutions pour avancer. Et également mettre en place une charte au niveau des animaux afin de bien montrer et de programmer quelque chose d'éthique, afin de reconnaître que les animaux ont une conscience, ce sont des êtres vivants et qu'ils ont le droit au respect, à être traités avec considération et avec respect et empathie. Quels seraient les autres points que vous voulez mettre en avant dans votre programme ? Je pense qu'effectivement au niveau du programme, il serait bien de ne pas mettre que des interdictions. Il faut vraiment partir à la base de l'éducation des plus jeunes, notamment mettre un système éducatif dès l'école primaire où les gens seraient vraiment portés sur le bien-être animal et leur montrer que les animaux sont doués d'une certaine conscience effectivement et que il est important de leur apporter du bien-être et qu'ils ne sont pas des animaux qui faits pour être expérimentés ou faire des expériences dessus. Il faudrait également au niveau du parti, on a mis en place donc un système où il faut initiation à ce qu'on appelle l'éthologie, c'est-à-dire à l'étude des animaux dans leur milieu naturel, pour leur montrer effectivement que les animaux c'est pas seulement ce qu'on peut voir dans des élevages, ces animaux qui peuvent effectivement être en liberté et qui nécessitent du respect et qu'il faut prendre soin d'eux parce que c'est pour l'avenir de la planète. Il faut aussi en finir avec la souffrance des animaux, parce que c'est vrai qu'on voit notamment les animaux dans des spectacles de cirque ou dans d'autres endroits. Ce sont des choses que vous souhaiterez évidemment que ça se termine. Tout à fait. Actuellement, on voit beaucoup de spectacles au niveau des cirques. Alors certes, une loi est passée récemment où normalement, d'ici quelques années, une abrogation a été faite, a été jugée, même si elle a eu du mal à passer puisqu'elle a été retoquée par le Sénat et a dû être revotée par l'Assemblée. Donc normalement, d'ici quelques années, les animaux dans les cirques devront disparaître. Ça, c'est déjà un premier point, c'est une bonne avancée, mais ça ne suffit pas, puisqu'actuellement, les animaux dans tout ce qui est delphinarium, ça existe toujours, et ça, apparemment, ça n'a pas été validé encore. Donc il faut vraiment valider cette loi-là pour que les animaux ne sortent des delphinariums, qu'il n'y ait plus de spectacles d'animaux marins, effectivement. Les spectacles de type corrida également. La corrida, ou les combats de coqs aussi, tout à fait, sont des spectacles où l'animal finalement est mis en scène dans une acte de torture abominable. Et on peut plus de nos jours, dans la société dans laquelle on est actuellement, laisser faire ce genre de choses. Je peux également citer Gandhi qui disait que on voit la grandeur d'une nation à la façon dont sont traités les animaux. Et effectivement, si on se rend compte aujourd'hui que comment ils sont traités, on n'est pas une grande nation. Donc il faut déjà commencer par ces choses-là et mettre fin à ce genre de pratiques qui ne sont pas tolérables dans la société actuelle. Et que pensez-vous justement des zoos également ? Effectivement, les zoos actuellement, pour la plupart, ne sont pas du tout faits pour accueillir les animaux. Et je pense qu'un zoo, de toute façon, n'est pas fait pour accueillir un animal. Au niveau du parti, donc dans notre programme, on veut mettre en place un système où les zoos deviendront en fait des zones où les animaux, ce sera des sanctuaires où ils seront recueillis et afin d'être reproduits et d'être remis en liberté dans leur état naturel et dans leur habitat naturel pour pouvoir contrer effectivement les problèmes actuellement qu'on a sur les animaux qui sont en voie de disparition. Et il est important donc d'avoir un système de reproduction et de ne plus cautionner les programmes qui sont actuellement dans les zoos et où les animaux sont fermés souvent dans des espaces clos qui ne sont pas du tout adaptés pour leur vie actuelle en tout cas. Mais il y en a aussi pratiquent, on va dire, la chasse en tant que loisir. Que pensez-vous de ce type de loisir notamment ? Alors au niveau de la chasse, pour moi, c'est pas du tout un loisir puisque la chasse occasionne beaucoup de souffrance et puis également beaucoup d'accidents au niveau humain. On le voit chaque année quand la chasse démarre, il y a souvent des accidents avec des randonneurs, des vététistes ou des coureurs, voire même des gens dans leur jardin qui sont fait tirer dessus par des animaux.
Alors après, il faut différencier, il y a plusieurs types de chasse actuellement. Donc il y a la chasse type de loisir, on a la chasse à courre, on a également la chasse en terrier, c'est-à-dire la chasse des blaireaux et des renards où ils sont vraiment, on creuse en fait pour atteindre les animaux, on les fait subir les pires souffrances avec les chiens qui les tuent vraiment vivants, littéralement. La chasse à courre, c'est pareil, on voit effectivement des animaux qui sont poursuivis à bout de force, à bout d'haleine, on voit souvent dans des images avec des animaux qui se réfugient dans des villes parce qu'ils se retrouvent dans des situations où ils savent plus où aller, ils savent plus quoi faire. Et pour la chasse dite de loisir, c'est un peu la même chose où finalement les animaux sont souvent blessés, on les retrouve pas tout de suite et finissent dans d'atroces souffrances dans la forêt, finissent par mourir. Et pour moi, ce sont pas des choses qui sont tolérables aujourd'hui et la chasse n'a plus lieu d'être de nos jours en tout cas. Quels sont les autres points forts dans votre programme qu'on peut communiquer auprès de nos auditeurs? Donc là actuellement, comme on peut le voir, c'est vrai que les problèmes qu'on a en Ukraine, on voit qu'effectivement au niveau de la France, on n'est pas du tout souverain au niveau alimentaire. Et il est important qu'aujourd'hui qu'on recentre, notamment au niveau de nos agriculteurs et qu'on les accompagne. Il faut qu'il y ait une transition vers le végétal. On souhaiterait vraiment que d'ici les 5-7 prochaines années, il y ait une réduction de la consommation de viande de 50%. Et à ce sujet, donc au niveau du parti, on se propose d'accompagner les éleveurs vers une transition végétale et de les aider à déjà rayer leurs dettes si dette il y avait, à les former effectivement pour mieux cultiver. On voit qu'il existe des cultures aujourd'hui qui nécessitent peu d'eau, qui sont moins impactantes au niveau écologique, comme le soja, comme les légumineuses, qui sont des cultures qui sont simples. Et surtout faire en sorte qu'on puisse cultiver tout ce que nous en France on a besoin et ne plus avoir besoin d'importer de l'étranger tout ce qui est tournesol, maïs, blé, puisqu'on voit bien actuellement avec les pénuries qu'on a au niveau de l'huile, dès qu'un pays a un problème, derrière c'est nous qui sommes impactés, comme au niveau de l'Inde on voit actuellement qu'ils gardent leur blé, tout de suite les cours remontent, que si on avait vraiment tout ce qu'il fallait en France pour nous et utiliser dans nos magasins, on n'aurait pas ce genre de problème en tout cas. Donc nous ce qu'on souhaiterait également c'est mettre fin à tout ce qui est expérimentation animale. Donc déjà à commencer les expérimentations qui sont faites actuellement dans tout ce qui est collège, lycée, voire école primaire sur les animaux, comme on peut voir quand il y a des dissections de grenouilles ou de foies de porc, des choses comme ça qui n'ont pas lieu d'être dans ce genre d'école, c'est totalement inutile, mais également l'expérimentation sur les animaux afin d'augmenter leur productivité. On a vu notamment avec le scandale qu'il y avait eu sur les vaches à hublot, et assez récemment, c'est totalement scandaleux comment elles sont traitées, et de nos jours ce genre de choses ne doivent plus exister. Et donc tous les autres animaux, des expériences sont faites actuellement pour augmenter leur productivité. On peut notamment parler de l'épétonculation des crevettes. Alors pour être clair, en fait, il faut savoir que les crevettes, en fait, pour augmenter leur productivité, sur les crevettes femelles, on leur arrache les yeux, en fait, pour augmenter les œstrogènes et afin qu'elles se reproduisent plus rapidement et qu'il y en ait beaucoup plus et qu'elles se reproduisent plus rapidement. Et là, ce sont des pratiques qui actuellement ne doivent plus exister et qui rejoignent évidemment ce qu'on veut faire sur la fin de l'élevage intensif. On vous écoute pour la conclusion. Donc déjà j'invite tous les électeurs à se rendre aux urnes le plus nombreux possible déjà, donc le 12 juin pour l'élection. C'est important de voter actuellement. Il faut vraiment que les gens se déplacent aux urnes pour donner leur voix. Et si possible, donnez votre voix aux animaux. Actuellement, ils ne sont pas représentés. Donc nous, on a vraiment besoin des voix. On sait qu'actuellement, dans certains pays comme les Pays-Bas, ils ont des élus qui sont du parti animaliste qui sont présents donc dans l'Assemblée. Nous, on espère vraiment avoir quelques candidats qui puissent y accéder, même si on sait qu'on ne sera pas majoritaire. Le moindre pourcentage pourrait nous aider donc par la suite à obtenir des financements publics pour les futures campagnes et nous aider ainsi à mieux nous développer, avoir plus de visibilité et aider ainsi plus les animaux. Car aujourd'hui, quand vous votez pour le parti animaliste, vous votez pas pour un candidat, vous votez vraiment pour les animaux. On se met au service pour les animaux et pour leur bien-être et pour les aider et mettre en place des mesures qui sont vraiment pour le bien-être des animaux et qui sont en relation avec le bien-être humain également. Tout le programme donc du parti animaliste sur le site parti-animaliste.fr et à savoir que tout ce qui est profession de foi ne seront pas envoyés dans les courriers puisque le parti malheureusement n'a pas les moyens de l'envoyer et vous pouvez retrouver la profession de foi sur le site du parti animaliste. Xavier Coupeil, vous êtes candidat avec votre suppléante Laetitia Coupeil sous l'étiquette animaliste. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Eh bien merci à vous en tout cas, au revoir. Vous êtes bien branché Radioactivité. Caroline Fiat et son suppléant Julien Hézard, nouvelle union populaire écologique et sociale. Franck pour Radioactivité, j'ai le plaisir d'être avec Madame Fiat, bonjour. Bonjour. Et avec nous Monsieur Hézard, bonjour. Bonjour. On rappelle que les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin prochains, 6e circonscription. Madame Fiat, vous êtes candidate, vous êtes députée sortante, effectivement, concernant la nouvelle union populaire écologique et sociale. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos auditeurs, s'il vous plaît?
Donc Caroline Fiat, toujours aide-soignante et députée, maman de 4 enfants et ravie de me représenter pour un mandat supplémentaire en espérant que les électeurs de la circonscription aient envie de me voir briguer ce mandat. Et votre suppléant, c'est Monsieur Hézard. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos éditeurs? Julien Hézard, 40 ans, ouvrier à Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, pilote d'installation noyautage pour être plus précis, et je suis également adjoint au maire délégué aux solidarités à Blénod-les-Pont-à-Mousson. Pourquoi justement êtes-vous candidate? Je suppose que c'est pour continuer le travail déjà effectué sur ces dernières années. Il y a déjà la première envie, c'est tout le travail que j'ai pu faire sur les EHPAD, où par la suite Emmanuel Macron et le gouvernement ont promis la main sur le cœur qu'il y aurait une loi grand âge autonomie qui n'a pas eu lieu. Je veux cette loi grand âge autonomie, je veux des moyens humains et financiers pour mes collègues, pour nos résidents, et c'est bien la chose première qui fait que j'ai envie de rempiler, comme on dit, et évidemment tous les dossiers qui sont encore en cours et qui me tiennent à cœur, Saint-Gobain, PAM évidemment, et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Julien les premières fois, qui m'a beaucoup aidé pendant les 5 ans à travailler ce dossier qui est très technique, et je suis d'ailleurs ravie que Julien ait accepté cette suppléance parce que ce genre de dossier, c'est vraiment de la technicité, et avoir quelqu'un comme Julien à mes côtés pour travailler, c'est vraiment quelque chose d'important, même si on le faisait déjà les 5 dernières années. Là, on ira encore plus loin et on fera de nouveau et toujours encore tout pour sauver notre dernier haut fourneau lorrain, mais il y a eu tant d'autres dossiers. Novacep par exemple, l'entreprise Le Bras Frère, enfin plein d'entreprises avec qui j'ai travaillé, j'ai été à leur côté ou aux côtés des salariés, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur pour continuer, et les démarches aussi avec les collectivités, parce que on n'en parle que très peu souvent, mais les élus ont aussi besoin de leurs députés, les habitants ont aussi besoin de leurs députés. Un député c'est national, mais quand il y a des demandes des habitants ou des collectivités pour les aider avec l'État, le député ou la députée est là, et j'ai encore pas mal de dossiers en cours et j'aimerais bien qu'ils se finalisent. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur votre bilan, s'il vous plaît? C'est vrai que ça va être dur de tout annoncer, mais voilà les points forts que vous souhaitez mettre en avant auprès de nos auditeurs. Bon, quelques fiertés, le fait que les fermetures de classes dans notre circonscription ont été très très difficiles pour le rectorat, parce que nous étions là, nous avions mis en place dès mon élection, quand je voyais tous les parents d'élèves m'écrire et me dire il y a une fermeture de classe là, une fermeture de classe là, j'avais réuni tous les parents d'élèves en disant ensemble on va être beaucoup plus forts. Je vous invite à faire une journée, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un vendredi où on avait invité tous les parents d'élèves à faire grève ou faire une manifestation devant l'école pour dire au rectorat, attention, dans la 6e circonscription, ça se passe pas comme ça. Ce qui m'avait d'ailleurs valu assez cher, parce que c'est vrai qu'on avait passé le message aux parents d'élèves en écrivant au directeur, ce qui est interdit. Et évidemment, le recteur avait été prévenu, mais j'avais assumé en disant que des fois, il faut trouver des solutions pour faire entendre le message des parents d'élèves. Et globalement, on a toujours eu plus d'ouverture que de fermeture dans la circonscription. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été en négatif. Il y a eu des fermetures, mais qui ont toujours été valorisées par des ouvertures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un gros travail, parce que quand on s'énerve à partir de février, tout le monde en parle de la fameuse carte. Moi, c'est un travail que je commence en octobre-novembre, à commencer à appeler l'inspecteur d'académie, à lui dire bonjour, c'est Madame Fiat, n'oubliez pas. J'aimerais bien savoir où on en est. Est-ce que vous avez les effectifs? À appeler les communes en disant, vu les effectifs, est-ce qu'on peut travailler? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que au mois de février, on soit prêt, les dossiers soient blindés et que on puisse garder nos écoles. Maintenant, on va parler de l'avenir. Quel serait votre programme, l'essentiel pour ces 5 ans à venir? Là, il y a un vrai enjeu qui fait que Emmanuel Macron peut ne pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il faut bien entendre que c'est l'Assemblée nationale et ses députés qui votent les lois et les projets gouvernementaux, donc ce que veut mettre en place Emmanuel Macron. Si ce que veut mettre en place Emmanuel Macron ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de mettre une autre majorité en place. Et en nous élisant, vous pouvez mettre aussi une opposition, si au cas où on n'avait pas la majorité, qui va faire des propositions et qui va se lever contre les choses auxquelles nous ne sommes pas d'accord. Exemple,
est-ce que vous souhaitez rester au SMIC à 1300 € et que de temps en temps, les députés décident, oui ou non, on vous donne un chèque de 50 € pour vous aider à faire les courses, quand, comment, à qui, est-ce que c'est ça que vous voulez ou est-ce que vous voulez un SMIC à 1500 € avec des discussions avec les employeurs pour la revalorisation de tous les salaires des Français pour vivre dignement? Ça, c'est ce que nous, on propose, que moi, Caroline Fiat, je m'engage à défendre dans l'hémicycle. Autre sujet, la retraite. Est-ce que vous voulez la retraite à 65 ans, comme Emmanuel Macron le propose et comme ses députés le défendront? Ou est-ce que vous voulez des députés qui vont arriver dans l'hémicycle et se battre, comme nous l'avons fait au dernier mandat, je ne sais pas si vous vous en rappelez, contre cette idée de retraite à 65 ans et que nous allons nous battre pour avoir une retraite à 60 ans. Parce que la France en a les moyens, parce que on ne peut plus nous demander de travailler toujours plus tard alors que le chômage des seniors explose. Il faut rester cohérent à un moment donné. Donc moi, je vais me battre pour une retraite à 60 ans. Et le dernier point, évidemment, la santé, mais ça, je vais étonner personne. Il y en a marre. Aujourd'hui, en France, là, on en est à 120 services d'urgence en mode dégradé ou fermé. La situation des hôpitaux, tout le monde passe dans un hôpital à un moment donné, tout le monde se rend compte qu'il y a plus, ça ne fonctionne plus. Les EHPAD, ça, j'en ai assez parlé pendant 5 ans, mais il y a aussi les MAS, IME, les maisons d'accueil spécialisées qui vont mal, les centres médico-psychologiques. Enfin, personne ne peut me citer un établissement de santé qui fonctionne. Donc nous nous engageons à sauver nos établissements de santé, à rendre la santé un bien public, c'est-à-dire défendre la sécurité sociale à 100%. Pour toutes les personnes qui me disent que ça fonctionne pas, c'est pas loin, je leur dis de regarder vers l'Alsace-Moselle, ça fonctionne très très bien, qu'on ait pu à sortir la carte bleue quand on arrive pour se faire soigner, mais qu'on ait juste à dire voilà mon problème, voilà ma difficulté, voilà mon problème de santé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour me soigner sans avoir à payer, sans avoir à s'inquiéter de est-ce que je vais pouvoir payer les frais ou pas. Donc voilà vraiment les 3 points les plus importants, mais il y en a tellement, notre programme est tellement fantastique, il est d'ailleurs sur Internet. Alors Monsieur Hézard, quels sont les autres thèmes que vous souhaitez mettre en avant pour le programme? Nous avons un véritable programme complet de gouvernement, ce que disait Caroline tout à l'heure, 650 mesures, dont un vrai programme environnemental et écologique, avec la mise en place de la règle verte, c'est-à-dire qu'on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut donner, et la planification écologique, parce que on le sait très bien, si on ne planifie pas, on sera, comme depuis de nombreuses années, on n'avancera pas sur le sujet. Donc on a vraiment des valeurs fortes autour de l'écologie. Nous souhaitons également défendre les services publics, un service public de proximité, pas un usager à moins de 15 minutes, maxi 30 minutes d'un service public. Et puis, nous avons, et comme nous sommes à Pont-à-Mousson, qu'on a une belle entreprise qui s'appelle Saint-Gobain-Pam Canalisation, nous sommes le seul groupement politique à avoir une véritable ambition autour de l'eau pour en faire un bien commun et développer des investissements, développer la régie publique, et toutes ces mesures seront une véritable aide pour cette entreprise locale. Et puis, puisque c'est un dossier qui nous tient à cœur, nous avons aussi dans la partie européenne de notre programme de vraies mesures pour lutter contre le dumping. Chacun se souvient de l'expérience indienne avec Electrosteel qu'on a eu dernièrement, et donc avec le programme de la nouvelle Union écologique et sociale, nous aurons un véritable levier pour s'attaquer au dumping. On vit dans une société où certaines personnes profitent du désespoir de nos électeurs, des Français, pour leur dire ça va plus, on oppose les misérables aux pauvres. Ça ne va pas, c'est pas ça la solution. 5 milliardaires ont gagné plus que le reste de la population l'année dernière. C'est ça qu'il faut combattre. Il ne faut pas regarder celui qui a moins que nous en se disant c'est lui qui me pose des problèmes. La difficulté, c'est le partage qui ne se fait pas. Ambroise Croizat, au sorti de la guerre, a dit « Chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». Et il n'y avait pas les moyens à la sortie de la Seconde Guerre. Revenons aux fondamentaux. Un autre monde est possible. Les jours heureux peuvent arriver. Votez pour nous, Caroline Fiat et Julien Hézard. L'espoir est possible.
Madame Fiat, Monsieur Eza, on rappelle de l'étiquette Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, NUP. Vous vous présentez, je vous rappelle, concernant les prochaines élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains pour la 6e circonscription. Merci beaucoup à vous deux. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes bien branchés Radioactivité. Xavier Gebauer et sa suppléante Oriane Barbeau, Parti ouvrier, indépendant et démocratique. Front pour Radioactivité, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Xavier Gebauer sous l'étiquette Parti ouvrier, indépendant et démocratique. C'est dans le cadre des élections législatives. Premier tour, ce sera ce dimanche 12 juin 2022. Bonjour. Bonjour, enchanté et heureux que vous m'ayez invité sur le plateau. Et c'est avec plaisir. Alors pouvez-vous déjà vous présenter auprès de nos auditeurs, s'il vous plaît? Alors moi je suis un peu monsieur tout le monde, c'est-à-dire que je suis agent territorial à la ville de Saint-Max, près de Nancy. J'ai 45 ans, un petit garçon, pacsé, j'habite Saint-Nicolas-de-Port. Pour les personnes qui connaissent un peu, c'est derrière Nancy. Donc je suis au Parti ouvrier depuis un peu plus d'1 an. Les choses ont été très vite en fait pour moi, voyant que j'étais motivé, très impliqué par le milieu du travail et puis toutes les choses qui se passent actuellement en France et dans le monde. J'ai voulu m'investir un peu plus, donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. On peut dire un petit mot sur votre suppléante, on peut la présenter ? Oui, donc c'est Oriane Barbeau, elle est étudiante en lettres à la fac de Nancy. Elle est également très impliquée dans la FJR, donc le Front Jeunes Révolutionnaires, donc qui lutte beaucoup notamment contre la fermeture des Crous, contre les conditions actuelles d'enseignement, donc manque de profs, manque de moyens, et malheureusement ils sont très peu entendus par le rectorat et tout ça, mais bon ils luttent tous les jours avec leur FJR, donc qui est une association d'étudiants qui se bouge beaucoup sur le secteur nancéen. Alors pourquoi êtes-vous candidat pour ces élections ? Alors comme je disais précédemment, je suis candidat tout simplement parce que j'ai un enfant et je me rends bien compte que la vie devient de plus en plus compliquée pour nous parents et on se dit que comment ça va être dans 10 ans si ça continue à se dégrader au niveau de l'éducation nationale, des choses comme ça. Il va falloir lutter aujourd'hui pour que les choses se rétablissent et que nos enfants aient un avenir dans ce pays et puis nos retraités, nos travailleurs puissent vivre correctement dans les années qui viennent. On peut dire un petit mot sur la ligne directive du parti, notamment ? Alors, la ligne directive du parti, elle est simple. On est aligné dans une lutte de classe. En fait, pour résumer, on est proche du travailleur, de monsieur tout le monde. Tous les jours, on est sur le terrain à distribuer nos journaux, à être au contact avec eux, même hors élection. Donc, la ligne directive, en fait, c'est de briser les liens avec la 5e République, revenir à un gouvernement travailleur, tout simplement, avec des élus qui soient révocables. C'est-à-dire que s'ils ne tiennent pas leur engagement, s'ils commettent des fautes graves au niveau du gouvernement, qu'ils soient tout simplement révoqués. Et nous, on est sur la ligne de réquisition des 600 milliards qui ont été offerts au grand patronat pendant ces 2 ans de Covid. 600 milliards, dont 343 milliards a été voté par l'ensemble, il faut le dire, des élus de gauche et de droite, à l'unanimité, donc c'est-à-dire... on les connaît tous, je veux pas les citer non plus, les grands partis, je veux pas dénigrer certains qui font du bon travail quand même, mais malgré tout, ces 343 milliards ont servi à licencier dans les grandes entreprises comme Renault, comme Air France et tout ça, et ça c'est pas normal, ça aurait pu servir notamment à l'hôpital, à l'éducation et au peuple français qui souffre aujourd'hui en fait de toute cette inflation et tout ça. Alors on peut dire un petit mot sur le programme s'il vous plaît ? Alors le programme notamment il est plutôt national, après il est axé sur certains points dans différentes régions, mais au niveau national le programme c'est tout simplement de redonner au peuple travailleur français son pouvoir d'achat, notamment concernant les grosses augmentations des prix du gaz, de l'électricité, de l'essence. Les Français aujourd'hui sont en train de choisir entre se chauffer et pouvoir aller au travail avec leur voiture, donc ça c'est vraiment pas normal. Et la lutte de classe c'est aussi lutter pour cela et investir ces 600 milliards, parce que 343 milliards ont été votés à l'Assemblée, mais aujourd'hui on en est à 607 milliards et ça pourrait servir aujourd'hui à embaucher des infirmières, des profs, réinvestir dans les Crous, parce que les étudiants aujourd'hui n'ont plus accès à ce repas à 1 euro pour les plus
faibles revenus, ils sont obligés de travailler tous les jours pour pouvoir étudier, et concilier travail et études aujourd'hui, on sait que c'est très très compliqué. Bloquer les prix notamment, ça c'est un point fort du programme aussi, il faut bloquer les prix et en adéquation avec ça, augmenter les salaires, notamment le SMIC, qui pour nous devrait avoisiner entre 1800 et 2000 euros afin d'avoir une condition de vie décente et de pouvoir subvenir à ses besoins tout simplement. Et notamment le plus simple, c'est d'aller au travail, de pouvoir aller au travail, de nourrir ses enfants, de se nourrir soi-même. Et on va parler également du problème du logement en France, de toutes ces choses-là qui aujourd'hui, on sait que avec la trêve hivernale qui vient de se terminer, 30 000 foyers vont être mis à la porte dans les semaines qui viennent par manque de moyens financiers. L'inflation qui a augmenté, l'un des objectifs, c'est évidemment protéger les personnes. Oui, tout à fait, protéger les personnes et penser à l'avenir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on continue comme cela, on va avoir de plus en plus de précarité. Moi qui suis à la ville, je le vois chaque semaine, on a les banques alimentaires qui étaient ouverts précédemment 2 fois par mois. Aujourd'hui, ils sont obligés d'être ouverts toutes les semaines parce que il y a de plus en plus de conditions précaires pour les foyers en France et ça devient vraiment alarmant. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est sur le terrain, qu'on fait connaître le POID également, car c'est un petit parti qui a 5 ans d'existence. On l'a vu au cantonal, on commence à s'approcher de plus en plus des foyers français. C'est notre but également. On sait très bien qu'un petit parti aujourd'hui n'a que très peu de chances d'être élu, mais on est là quand même pour le faire, mais surtout au contact des Français grâce à notre journal tous les jours, de pouvoir accueillir de plus en plus d'ouvriers, de travailleurs et d'étudiants dans nos rangs afin de lutter pour le pouvoir d'achat et toutes ces choses dont on vient de parler. La santé fait partie aussi de votre programme ? Très importante. On est très présent au niveau du comité de soutien, notamment du CHRU de Nancy, pour le retrait du plan Vert-en-Clin. Alors c'est pas nous qui l'avons appelé comme ça, hein, c'est l'ARS qui l'a appelé comme ça, car aujourd'hui ils sont en train de supprimer de plus en plus de services. On voit le nombre de services d'urgence qui ferment en France. Et pas simplement l'hôpital public, on voit Gentilly qui a dû fermer ses portes pendant 3 jours. Les services d'urgence, pénurie de médecins, pénurie d'infirmiers, les lits qui ferment. Et puis le Covid en a rajouté là-dessus, il faut le dire. Hein. On peut pas rejeter la faute non plus sur tout le monde, mais tous les secteurs du service public hospitalier sont surchargés. Ils en peuvent plus. Burn-out. Ma conjointe, pour pas la citer, qui travaille dans ces services pour la réorientation au niveau professionnel, il y a de plus en plus de gens qui n'en peuvent plus, en fait, qui sont en train de craquer. Hein. Ce qui fait que les services maintenant, malheureusement, on a une mauvaise image maintenant des services d'urgence parce qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper correctement des patients, les opérations déprogrammées, des choses comme ça. Mais tout ça est dû tout simplement au plan Vert-en-Clin qui oblige les services à craquer tout simplement. Ils n'en peuvent plus et ça, il faut lutter contre ça et on y est chaque semaine avec ce comité de soutien du CHRU. On continuera à le faire même après les élections. Il n'y a aucun souci, on sera là, on sera présent pour eux. L'éducation fait aussi partie du programme ? Oui, bien sûr. Notamment avec Oriane, hein, qui est tous les jours au niveau des étudiants. Là, je parlais étudiants, mais on voit bien que dans l'éducation nationale, même au sein des primaires, des collèges, et tout ça, le manque de moyens est très présent. Les classes sont surchargées. Mon collègue Grégory Biaki, qui fait partie de la 4e circonscription, qui est enseignant en collège, le voit bien, hein, les enseignants n'en peuvent plus non plus, passent les 30 élèves par classe, ils n'ont plus le temps d'enseigner correctement aujourd'hui. On le voit, hein, il y a et notamment pendant le Covid, les enseignants ont fait un travail exceptionnel de suivi de l'éducation, mais on est parents tous, on travaille et les programmes n'ont pas forcément été suivis par tous les élèves et à la reprise d'un entre guillemets normal de la rentrée des classes,
on a bien vu que beaucoup d'élèves étaient en retard en fait sur le programme et il a fallu retravailler là-dessus. Donc on manque énormément d'enseignants en France, alors que comme je disais encore, je le répète, mais les 600 milliards qui ont été donnés au grand patronat auraient pu servir à ça aussi et à embaucher massivement et donner envie notamment aux étudiants de rentrer dans la filière de l'éducation nationale comme celle d'ailleurs de l'hospitalier. On ne donne plus envie à nos futurs étudiants d'adhérer à ces programmes d'éducation parce que ils savent très bien qu'après, quand ils vont rentrer dans le milieu du travail, ça va être très très compliqué, que ça soit au niveau salaire ou même des conditions de travail. Y a-t-il d'autres points que vous souhaitez dire pour conclure ? Alors pour conclure, je dirais que le Parti ouvrier est très présent et notamment souhaite la renationalisation de tous les services publics importants comme SNCF, l'énergie, les banques, la poste. Il y en a tellement d'autres que je vais abréger parce que je sais que le temps est compté. Voilà, et puis je vous remercie de nous avoir accueillis. Et si on veut plus de renseignements, on peut retrouver votre programme sur internet poid.fr. Avec nous sur Radioactivité, Xavier Gebauer, vous êtes candidat pour le Parti ouvrier indépendant et démocratique. Et on rappelle que votre suppléante, c'est Oriane Barbeau pour la 6e circonscription Meurthe-et-Moselle. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup et puis à bientôt et au plaisir de vous revoir. Vous êtes bien branché Radioactivité. Olivier Hédin et sa suppléante Laura Zavetieri, les écologistes avec la majorité présidentielle. Front pour Radioactivité dans le cadre des élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Premier tour le 12 juin. Je rencontre aujourd'hui le candidat Olivier Hédin. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Voilà, sous l'étiquette les écologistes avec la majorité présidentielle. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, auprès de nos auditeurs ? Hédin Olivier, j'ai 52 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants. Je suis originaire du nord du département, sur le secteur de Jarny. Je travaille dans le logement social et je suis aussi, en plus de mes heures, délégué syndical. J'aimerais aussi vous présenter ma suppléante qui est Laura Zavetieri, 20 ans, étudiante. Alors on va me dire pourquoi j'ai pris une étudiante et puis pourquoi j'ai pris une personne de 20 ans. Je pense qu'il est quand même nécessaire un petit peu de représenter les jeunes dans ce type d'élection parce que je pense aussi que les jeunes sont un petit peu oubliés. C'est aussi un côté stratégique là-dessus de motiver un petit peu les jeunes populations, surtout la génération Z dans les élections parce que évidemment ces gens-là ne sont pas trop attirés par les élections. Donc l'idée c'est de motiver un petit peu les foules, notamment sur les jeunes qui sont en âge de voter à partir des 18 ans et puis même au-delà. Pourquoi êtes-vous candidat ? Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est nécessaire de représenter davantage la notion écologique, parce que je suis candidat de l'Alliance centriste, mais j'ai la nuance UCE, c'est-à-dire l'union des centristes et des écologistes. Et je pense qu'il est nécessaire en plus d'avoir, avec la majorité présidentielle, des représentants écologistes sur l'Assemblée nationale. Donc on a une nouvelle ministre de la transition écologiste et puis de la cohésion des territoires qui est Amélie de Montchalin, et aussi une première ministre qui va œuvrer justement sur la transition écologiste. Alors aussi pourquoi être candidat ? Justement c'est pour unir davantage les Français sous l'écologie. Je vois actuellement qu'on a à côté de plus en plus méfiance sur les candidats écolos. C'est pas le cas, je suis pas là pour montrer du doigt justement les agriculteurs ou montrer du doigt les automobilistes. Je pense qu'il y a des choses à faire sur la transition écologiste et puis aussi sur le passage davantage de mois de dépendance au niveau du pétrole. On a pas mal de choses à faire au niveau de l'écologie, c'est-à-dire d'avoir une vision logique et concertée. Je pense que le plus important, on a une ligne directrice au niveau de l'écologie, mais ce qui est important, c'est qu'on doit l'adapter en fonction des territoires. Je pense qu'il y a des territoires qui méritent davantage d'attention au niveau de l'écologie, puis encore d'autres qui doivent être modulés d'une autre façon. On doit se concerter. Je pense que le plus important, je vois l'exemple sur Nomni, où on a fait une concertation sur l'installation des éoliennes, et puis que justement les habitants de Nomni qui ont dit non pour l'installation des éoliennes entre le territoire de Nomni et puis Jean de la Cour. Je pense que c'est là l'exemple. C'est l'exemple d'une concertation citoyenne sur tout ce qui est des projets écologiques, et puis d'avoir justement que les élus locaux, et puis aussi que les maires
puissent, d'une part, avant d'engager quel que soit comme projet, qui peuvent être innovants en soi, se concertent avec ses habitants pour donner justement un avis ou non. Après, si les habitants ne sont pas d'accord sur un projet, qu'on passe sur un plan B ou autre chose, sur une autre alternative, et puis aussi leur expliquer que des fois c'est nécessaire d'avoir différents projets, et puis des projets aussi innovants au niveau de l'écologie. Voilà, je pense que dans votre programme, bien évidemment, l'écologie est vraiment bien mis en avant. C'est l'objectif, évidemment. Je vous rappelle de l'étiquette les écologistes avec la majorité présidentielle. Tout à fait. Après, c'est sûr qu'on pourrait parler des heures sur l'écologie, notamment aussi sur l'agriculture, puis aussi sur les filières courtes. Je vois très bien que sur la loi Egalim 2, où le partage, la protection de la rémunération des agriculteurs, je pense que c'est une très bonne initiative, et je pense qu'il faut aller vraiment dans ce sens-là. Il faut favoriser davantage les filières courtes, notamment dans l'agriculture. Je pense que peut-être un petit peu oublier la grande distribution, les produits qu'on offre en grande distribution. Je pense qu'il est nécessaire d'aller davantage s'orienter. Je sais que c'est la solution de facilité d'aller dans la grande distribution, mais je pense que d'aller chez le producteur du coin, aussi bien un maraîcher qu'un agriculteur, c'est bon pour l'économie locale, et puis en plus, je pense que c'est aussi bon pour votre santé. Y a-t-il d'autres points qu'on peut mettre en avant sur votre programme, s'il vous plaît? Oui, c'est sûr que j'ai un focus sur l'écologie, mais je pense que sur ma propre essor de foi, et en plus sur les engagements avec vous, c'est aussi d'avoir justement des thématiques sur l'éducation, aussi sur le dédoublement des classes primaires, aussi sur la santé et la solidarité, c'est améliorer l'accès aux services, aux soins près de chez nous, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment des déserts médicaux. Moi, je le vis actuellement parce que j'habite au nord du département, où on est on vit d'une part dans un désert médical et aussi dans un désert. Je pense qu'aussi qu'il faut redynamiser davantage les professeurs de la santé, mais aussi les travailleurs sociaux, où on manque cruellement, parce que je travaille dans l'univers du logement social, où on manque cruellement de vocation et de motivation dans ce domaine-là. C'est une principale priorité. Aussi, autre chose sur les seniors, c'est aussi améliorer aussi et protéger le système de retraite. Je pense qu'il est nécessaire aussi d'augmenter. On voit très bien que l'inflation est galopante, qu'on est presque à plus de 5% à l'heure actuelle, et on va être davantage en fin d'année. Je pense qu'il faut aussi faire un focus sur l'augmentation des retraites. Il est très important qu'il faut augmenter les retraites, et aussi sur le focus sur les seniors, c'est le bien vieillir chez soi. Je pense qu'il est nécessaire de mettre une prime spécifique sur une prime adapte qui va prendre en charge jusqu'à 70% des coûts de travaux d'adaptation dans votre logement, le recrutement de 50 000 infirmières et aides-soignantes, et aussi développer les initiatives intergénérationnelles et puis mieux valoriser les proches aidants. Au niveau de la sécurité, puisque aussi la thématique de la sécurité est aussi très importante, c'est renforcer la présence des forces de l'ordre dans les transports. Je pense que c'est nécessaire de pas forcément systématiquement de mettre la présence des forces de l'ordre, mais sur certaines lignes ou certaines dessertes. Je pense que de temps en temps, il serait peut-être opportun de mettre les forces de l'ordre pour ou seulement une force adaptée pour assurer un petit peu la sécurité des usagers, repenser les éclairages publics pour lutter contre la sécurité, et aussi assurer une justice plus efficace en recrutant davantage de magistrats et de personnes de justice, parce qu'on voit très bien qu'il y a un manque très sérieux de magistrats et de justice en France, parce que justement les dossiers se mettent davantage de temps à être traités. Alors enfin, pour l'emploi et le pouvoir d'achat, c'est même si certaines entreprises pratiquent déjà l'intéressement, je pense qu'il faut peut-être généraliser davantage l'intéressement aux salariés. Ça met un coup de pouce notamment par rapport au pouvoir d'achat, mais aussi ça motive davantage les salariés de s'investir dans leurs entreprises. La baisse des charges pour tous les travailleurs indépendants. Et puis même, je pense qu'aussi, ce qui serait aussi une initiative assez intéressante, c'est l'embauche d'un jeune de moins de 28 ans, de l'exonérer de charges pendant au moins 5 ans, à condition que aussi, entre parenthèses, il y a un senior qui accompagne le nouvel embauché, et pourquoi pas aussi, tant qu'à faire, que le senior pendant 5 ans, et au niveau des charges patronales, la réduction des charges patronales qui sera divisée par 2. Enfin, je pense que davantage la création d'un chèque alimentation pour les plus modestes, je pense qu'il est nécessaire actuellement par rapport à la baisse du pouvoir d'achat, de donner un petit coup de pouce au niveau des gens. On voit très bien, et puis moi je vois très bien en tant que personne, que c'est pas facile justement d'aller de faire ses courses avec l'augmentation aussi des denrées alimentaires, du prix du carburant. Je pense qu'il est même intéressant de faire ce genre d'initiative. Et aussi, enfin, pour l'emploi, c'est favoriser davantage l'apprentissage et puis l'obtention du permis de conduire. Parce que, étant donné que la circonscription est quand même assez étalée, et puis même que le département est assez étalé, je pense qu'on devrait faciliter davantage l'obtention du permis de conduire pour les jeunes qui s'investissent dans l'apprentissage ou dans l'alternance. Face à la hausse des prix du carburant, je pense que l'initiative de la voiture à 100 € par mois est, à mon sens,
l'alternative économique de premier rang. Je défendrai notre modèle social et notre pouvoir d'achat. Je défendrai vos entreprises. J'assisterai davantage aux créations d'emplois par le parcours alternant et la formation professionnelle tout au long de votre carrière. Le cap des rénovations de 700 000 logements par an permettra dans 5 ans de rénover toutes les passoires thermiques que nous avons actuellement. Pouvez-vous conclure, s'il vous plaît ? Oui, en conclusion, j'invite justement les électeurs à flasher mon QR code sur mon affiche pour retrouver mon programme et ma profession de foi. Et puis aussi, surtout le plus important, j'invite tous les électeurs à voter parce que je pense que voter est un droit magnifique que nous avons et puis que l'abstention, c'est pas forcément une solution quand on n'est pas content. Motivez-vous, allez voter qui que ce soit. Je pense qu'il y a actuellement sur la 6e circo, il y a 10 candidats. Choisissez le candidat que vous voulez et puis votez. Et puis même si ça vous plaît pas, votez quand même blanc. Mais le plus important, mobilisez-vous et évitez cette abstention. Si vous souhaitez retrouver le programme détaillé des écologistes avec la majorité présidentielle, n'hésitez pas à vous rendre dans les panneaux électoraux pour retrouver l'affiche et notamment scanner évidemment ce QR code et vous aurez tout le détail. Nous étions avec Olivier Hédin. On rappelle, vous êtes candidat avec votre suppléante Laura Zavé-Thierry pour les écologistes avec la majorité présidentielle pour le premier tour de ces élections législatives qui auront lieu ce dimanche 12 juin 2022. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Merci à vous, bonne journée. Vous êtes bien branchés, Radioactivité. Éric Richermoz et son suppléant Romain Carballo, les Patriotes. Sans réponse à nos nombreuses sollicitations et reports d'interviews, nous sommes dans l'incapacité de vous diffuser la profession de foi de Monsieur Richermoz et de Monsieur Carballo. Pour plus d'infos, connectez-vous sur internet les-patriotes.fr. Vous êtes bien branchés, Radioactivité. Jonathan Richier et sa suppléante Nathalie Jourdan-Congé, les Républicains. Franck, pour Radioactivité, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Jonathan Richier de l'Union de la droite et du centre. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Vous êtes candidat pour les prochaines élections législatives, 6e circonscription en Meurthe-et-Moselle. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter, Jonathan, s'il vous plaît ? Alors écoutez, je suis candidat donc bien sûr sur la 6e circonscription. C'est une circonscription qui va de Maxéville à Jarny, donc assez étendue, 108 communes, à peu près 123 000 habitants. Donc je suis de Pont-à-Mousson, je suis élu à Pont-à-Mousson, je suis également vice-président de la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson. Je réside à Pont-à-Mousson, je suis vraiment un enfant du territoire de la Meurthe-et-Moselle, mais surtout de ce bassin de vie Mussy-Pontin et de Pompère. Ma famille est de Froire, ma grand-mère réside à Champignol, donc tout ce sud de la circonscription. Et je suis accompagné, bien évidemment, et je la salue, elle n'a pas pu être avec nous ce matin, Nathalie Jourdan-Conge, qui est ma suppléante et qui est du Jarnisy. Elle habite Conflans en Jarnisy, elle est professeure au collège à Jarny, donc depuis une vingtaine d'années, elle est installée sur ce territoire. Pourquoi ce binôme ? Parce que ça nous permet de mailler tout ce territoire entre Pont-à-Mousson-Jarny. Également, c'est important de le préciser, parce que quand vous êtes candidat, il y a bien sûr le candidat titulaire, le suppléant, mais il y a aussi une autre personne, on en parle rarement, mais c'est le mandataire financier. Et je salue Jean-Claude Grasser, qui est maire de Clémery, et qui représente également le territoire de la Seille. Donc vous l'avez compris, c'est un trio qui maille l'ensemble de la circonscription. Pourquoi êtes-vous candidat pour ces élections ? Je trouve que depuis de nombreuses décennies, de nombreuses majorités, et je ne vais pas faire de distinguo entre la droite et la gauche, je trouve que le Parlement a perdu de ce qu'il est concrètement. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'un des 3 piliers de la République. On a le pouvoir exécutif, donc président de la République, gouvernement. On a le pouvoir judiciaire et on a le pouvoir législatif. Donc le député, c'est quoi le député ? Il faut revenir à la base. C'est une personne qui vote les lois et qui contrôle l'action du gouvernement. Sauf que la mise en place du quinquennat a entraîné l'élection des députés à la suite des présidentielles. Conséquence, bien souvent, une majorité au président de la République. Ce qui fait que dans les faits, un projet de loi, donc un projet de loi, c'est un texte qui est proposé par le gouvernement, contrairement à la proposition de loi qui vient du député ou du sénateur. Ce projet de loi, il est voté sans débat. Il n'y a plus de débat à l'Assemblée nationale. Ce que je souhaite dans cette candidature, c'est remettre le rôle du député au cœur du système. Mais ce que je dis finalement, quand remettre le député au cœur du système, il devrait y être normalement.
Malheureusement, il n'y est plus. Donc, ce que je fais depuis des mois sur le terrain, en porte-à-porte, c'est de dire aux habitants, voilà, c'est pas une élection anodine. Aujourd'hui, vous allez voter à peu près 80% taux de participation présidentielle. On divise par 2 aux législatives. Moi, je trouve pas ça normal. Alors que le pouvoir législatif, le Parlement, est l'un des 3 piliers, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, inciter les gens à aller voter et leur expliquer à quoi concrètement sert un député. On l'entend au quotidien, les gens ne savent plus. Les gens sont perdus, on entend tout et n'importe quoi. Donc, quel est le rôle d'un député? C'est reprendre la définition à la base. Alors, si vous êtes élu député, quelles seraient les actions que vous voudrez mettre en place notamment? Je ne veux pas promettre ce que je peux pas faire. Donc aujourd'hui, quand on me pose la question, porte à porte, est-ce que vous allez m'augmenter mon salaire? Est-ce que vous allez m'augmenter ma retraite? Je vais pas vous donner un chiffre. Depuis plusieurs mois, on entend des chiffres voler partout. 1000 euros, 2000 euros, ça n'a plus aucun sens. Et donc moi, ce que je promets, c'est de me battre. C'est de me battre pour des valeurs que je défends. Ces valeurs, vous les retrouvez dans mon premier document de présentation, qu'on a distribué fin mars, début avril. Vous les retrouvez dans mon programme, qui est en cours de distribution, et vous les retrouvez dans un 3e document de soutien. Mes valeurs, c'est des valeurs du travail, le mérite, parce que je pense que pour obtenir quelque chose, il faut se battre. Et c'est cet état d'esprit, en fait. C'est dans cet état d'esprit que j'ai engagé cette campagne législative très tôt. J'ai pas attendu l'élection présidentielle pour me positionner et surtout être parachuté, parce que c'est certain que quand je vois les candidats qui sont déclarés, il y en a très peu qui habitent et qui résident sur notre circonscription. Moi, il y a 3 points essentiels, même 4. Le premier point, c'est le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est inadmissible qu'une personne qui se lève le matin, qui travaille, ne puisse pas boucler ses fins de mois. En faisant attention, sans dépenses inutiles. Moi, je veux me battre pour ces personnes. Je veux me battre pour les personnes aussi qui ont travaillé toute leur vie et qui, en départ en retraite, vont toucher moins de 800 euros par mois. Je trouve que c'est un scandale. Vous construisez toute une vie, vous construisez votre maison, vous êtes propriétaire, vous arrivez en retraite et vous vous rendez compte que ce qui vous reste à vivre ne vous permet pas de gérer votre quotidien. Et donc, vous vendez votre maison parce que vous n'avez pas le choix. Moi, je veux me battre pour toutes ces personnes, voilà, qui ont envie, qui se lèvent et qui font tourner notre pays. J'ai des propositions simples, se battre, voilà, pour un transfert, une hausse des salaires, pas un transfert aux entreprises, par exemple des cotisations sociales vieillesse. C'est aussi dans le cadre de la réforme des retraites. Je vais pas vous donner un chiffre de départ 60, 62 ans, 63 ans. Je pense qu'il faut reprendre le système, il faut reprendre le dossier à la racine sans promettre des chèques en blanc. Et il faut qu'on prenne en compte, surtout, ne l'oublions pas, les carrières longues et pénibles. Je pense qu'il faut augmenter les pensions de réversion. Et quelque chose qui me tient à cœur, parce que je suis touché dans ma famille, c'est le cumul emploi-retraite. Les gens, les personnes âgées qui touchent leur retraite, ils n'arrivent pas à vivre, comme je l'ai dit. Donc, bien souvent, elles vont travailler à côté. Mais on leur dit, et ça c'est du concret, on leur dit, ah ben non, attention, madame, monsieur, vous pouvez pas travailler plus de tant de jours, parce que sinon, on va vous sucrer votre pension de retraite. Ben c'est pas normal. Donc la personne âgée qui, à mon sens, cumule emploi-retraite, doit pouvoir le faire sans limite, comme on le fait dans la vie active. Vous pouvez avoir plusieurs emplois, vous pouvez travailler plus de 39 heures, vous pouvez monter à 48 heures, bien souvent dans des délais restreints. Donc ça, on peut le faire. Et c'est enfin, et vous pouvez le retrouver dans mon programme, un droit au logement prioritaire pour les travailleurs. Aujourd'hui, vous êtes muté à l'autre bout de la France, vous êtes professeur des écoles, premier poste, bien souvent, il n'est pas à côté de chez vous. J'ai une amie de Pont-à-Mousson, par exemple, c'est vraiment l'exemple tout récent. À la rentrée prochaine, elle part à Longwy. Bah voilà, c'est pour qu'elle puisse, en priorité, trouver un logement au lieu de faire les allers-retours d'1 heure en voiture. Donc ça, c'est le point sur le pouvoir d'achat, l'emploi et les retraites. Il y a un point sur l'environnement. Donc vous savez, Franck, voilà, je suis élu à l'environnement à la ville de Pont, également à la communauté de communes et une étiquette, et c'est très très intéressant, et les gens connaissent très peu le parc naturel régional de Lorraine, mais il fait un travail remarquable sur les 3 départements de la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on mette en avant non pas une écologie punitive, mais incitative. En France, ce que je reproche, c'est qu'on a toujours tous les extrêmes. Du jour au lendemain, on va dire à nos agriculteurs, changez vos méthodes. On va nous dire, dans 5 ans, vous n'aurez plus de véhicule thermique, vous devrez acheter un véhicule électrique. Bah oui, mais comment on fait? Véhicule électrique, c'est un vrai sujet. C'est de se dire, si tout le monde aujourd'hui, imaginons tout le monde a les moyens d'acheter un véhicule électrique, comment on la recharge? On n'aura pas assez de production d'électricité. Donc, de l'environnement, de la transition énergétique, de manière intelligente, réfléchie, et qu'on tombe pas, comme certains souhaitent, dans la décroissance. Bien évidemment, je pense que transition énergétique rime avec développement économique.
Je voudrais également vous parler de santé, qui est l'une des 3 priorités pour les Français. Je suis également touché sur ce sujet-là à titre personnel. Ma compagne qui est infirmière, que je salue, qui se bat depuis des années. Elle n'a pas attendu le Covid. Les problématiques dans le système hospitalier, les problématiques existent depuis de nombreuses années. Il faut, je pense, un grand plan de rénovation de nos structures. C'est la première chose. Il faut également revaloriser les carrières. Je ne vais pas parler de salaire parce que moi, ce que j'entends au quotidien, on me parle pas de salaire chez les soignants. On me parle de conditions de travail. Aujourd'hui, c'est pas normal que quand vous prenez un service, vous n'avez pas de local homme-femme, c'est un local mixte. Donc les femmes ne peuvent pas se doucher, il n'y a pas de douche souvent. Ils sont dans des conditions spartiates. Donc ça, je veux remédier à cela. Et bien évidemment, pourquoi remédier à des bâtiments rénovés et à des carrières renforcées? C'est tout simplement pour améliorer l'accueil du patient. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un beau pays. Il faut pas l'oublier. Un pays qui propose des soins de qualité. Et il faut pas qu'on arrive dans les dérives de certains pays sous-développés. La santé, voilà, c'est un bien commun, à mon avis, qu'il faut conserver. Et pour en finir sur le système de santé, c'est surtout remettre en place une proximité, arrêter de tout centraliser autour des métropoles. N'oublions pas les communes rurales, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'elles sont oubliées. Et pour terminer, Franck, je voudrais vous parler de proximité. Nous, notre campagne, on l'a débutée tôt, on a commencé tôt, nous n'avons pas attendu les élections présidentielles. Nous sommes des élus de terrain avec Nathalie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous résidons sur notre territoire. Moi, je reproche à nos concurrents de ne pas être présents sur le territoire et de sortir du lot 3 semaines avant les élections. C'est pas comme ça que ça se passe. Comprendre le territoire, il faut le vivre. Et donc, c'est en tout cas notre ligne de conduite jusqu'aux élections, jusqu'au premier tour, le 12 juin. Voilà, Jonathan Richy avec nous, je vous rappelle, de l'Union de la droite et du centre. Vous êtes candidat pour les futures élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains pour la 6e circonscription. Et puis, on peut retrouver l'ensemble du programme, je suppose, sur Internet. Tout à fait, donc sur les réseaux sociaux, sur notre site internet jonathanrichier2022.fr et surtout nous sommes disponibles, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations. On a voulu un programme court, simple, qui représente nos valeurs, parce que comme je le dis, un député doit se battre pour l'ensemble des habitants de la circonscription. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt Franck, bonne journée à toutes et à tous. Vous êtes bien branchés, Radioactivité. Ergun Toparslan et sa suppléante Brigitte Belussy, ensemble, majorité présidentielle. Franck pour Radioactivité, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios Ergun Toparslan, bonjour. Bonjour Franck. Vous êtes candidat pour les futures élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains 2022. Alors tout d'abord, peut-on rappeler votre étiquette s'il vous plaît ? Ouais, je suis le candidat officiel d'Emmanuel Macron pour les prochaines élections législatives sur la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle, donc qui va de Maxéville à Jarny, et donc sous l'étiquette Ensemble Majorité Présidentielle qui regroupe La République En Marche, qui va devenir Renaissance, le Modem et Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Pouvez-vous justement vous présenter auprès de nos auditeurs s'il vous plaît ? Donc Ergun Toparslan, j'ai 34 ans, je suis né, j'ai grandi et je vis à Pont-à-Mousson. De métier, je suis ingénieur. J'ai réussi à le faire grâce à mes professeurs d'école, donc que j'ai rencontrés sur Pont-à-Mousson et à l'école républicaine, qui m'a permis d'accéder à ce métier-là. Et donc j'exerce dans la construction, en tant qu'ingénieur construction, depuis maintenant une dizaine d'années. Je suis engagé depuis de nombreuses années dans le monde associatif et politique dans Pont-à-Mousson et le bassin de vie. J'étais très tôt engagé dans le monde associatif avec de l'aide aux devoirs, étant originaire du quartier de la ZAC du Breuil. Et ensuite dans le monde sportif, où j'ai réussi à me faire connaître un petit peu en étant président du football club de Pont-à-Mousson. Alors pourquoi justement avez-vous choisi d'être candidat ? En fait, je sais pertinemment que le meilleur moyen d'être dans l'action politique et d'impacter le quotidien des gens, c'est d'être aux manettes. Donc toute ma vie, dans l'ensemble des fonctions que j'ai exercées, j'ai souhaité être aux manettes, prendre mes responsabilités, diriger, faire mes choix et imposer une façon d'être et un état d'esprit. Aujourd'hui, l'échiquier politique, en tout cas le projet politique d'Emmanuel Macron de dépassement des clivages politiques avec des personnalités de droite et de gauche qu'il regroupe au sein de sa majorité présidentielle m'a plu et donc je me suis engagé auprès de lui, non pas en 2017, mais depuis les européennes de 2019, où je me sentais plus à l'aise avec le choix politique que faisait ma famille politique d'origine, qui se radicalisait de plus en plus. Et donc, depuis 2017, on a créé ce qu'on appelle Territoire de Progrès à partir de 2019. J'ai été porte-parole, donc c'est pour ça que j'ai pu avoir une certaine visibilité médiatique auprès des médias nationaux et locaux. Et ensuite, j'ai été vice-président, une fois que le ministre du Budget, Olivier Dussopt, a pris la direction de ce parti-là. Et donc, on incarne
la sensibilité de gauche à la majorité présidentielle, donc l'ensemble des sociodémocrates, des républicains, des laïcs, qui se retrouvent dans le projet politique d'Emmanuel Macron. Et donc en 2022, une fois que le président de la République a gagné l'élection présidentielle, on souhaite s'impliquer à fond pour lui donner une majorité à l'Assemblée nationale qui passera par les élections législatives et qui puisse appliquer le programme sur lequel il a été élu. Alors normalement c'est sous forme de binôme. Est-ce que c'est trop tôt pour le dire ou est-ce qu'on peut dire avec qui vous allez vous engager pour ces élections législatives? Oui, j'ai ma suppléante que j'ai choisie, donc je la présenterai à mon lancement de campagne, si vous le permettez Franck, mercredi soir sur Pont-à-Mousson. L'idée c'est évidemment qu'on puisse compléter mon profil qui est plutôt novice en politique, sachant que j'ai pas de mandat et que je m'engage dans ces élections sans mandat, donc compléter avec un profil d'élu un peu plus expérimenté parce que malgré tout mon âge de 34 ans est plutôt jeune dans le monde politique et aussi qui nous permettra d'avoir une répartition géographique sur notre circonscription, qui est une très grande circonscription qui part de Jarny donc à Maxéville, qu'on puisse avoir les meilleurs relais territoriaux et qu'on puisse avoir les meilleurs contacts localement afin de répondre aux attentes de nos concitoyens. Donc on a un beau binôme qu'on va présenter. C'est vrai que c'est important que vous êtes proche justement d'Emmanuel Macron et qu'on voit également de temps en temps à la télévision. C'est important de le dire auprès de nos auditeurs que votre visage n'est pas inconnu. Oui, j'ai eu l'immense honneur d'avoir eu la confiance du président et des composants de la majorité présidentielle pour porter la parole, pour défendre l'action du gouvernement sur le dernier quinquennat, mais également pour donner une approche un peu différente sur l'action du gouvernement, en étant en conformité avec mes idées, avec mon vécu. Et donc ça m'a donné l'opportunité d'avoir accès à certains médias nationaux avec des beaux débats, avec des belles personnalités. Je trouve que c'est important parce que le profil du député doit être double pour moi, il doit être généraliste, notamment en particulier à Paris, donc pouvoir prendre des positions au niveau national, les porter localement aussi, donc c'est-à-dire répondre à toutes les attentes de nos concitoyens, donc être généraliste sur sa circonscription et spécialiste à Paris. Il y a des thématiques qui me tiennent particulièrement à cœur, que ce soit l'école, le sport, donc c'est des thématiques que j'aimerais bien porter au niveau national au sein de la majorité présidentielle. Alors maintenant, on va parler justement de ces élections législatives. Vous aurez évidemment des thèmes que vous souhaiterez mettre en place. Est-ce que ce sont les mêmes que vous voulez porter justement pour ce territoire ou d'autres en vue ? Évidemment, le sujet, c'est que tout d'abord, le président de la République avait des thématiques à proposer, des pactes pour notre pays. Nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre en application le projet du président de la République. Donc, on va porter le projet du président de la République qui est sur l'indépendance de notre pays au sein de l'Union européenne. Donc, ça veut dire une position forte par rapport aux enjeux internationaux qu'on connaît, qui est également des positions fortes par rapport aux défis structurels que connaît notre pays et notre monde, qui sont les défis écologiques, démographiques, pour lesquels on doit avoir des positions qui nous permettent d'être indépendants et de pouvoir répondre à ces enjeux très importants. Donc ça sera évidemment porter le programme du président de la République. Mais en plus, on sait que localement, notamment dans notre circonscription, on a des thématiques et des sujets à enjeu qui ressortent pour lesquels on souhaite avoir une position assez forte et les porter. Je pense à l'hôpital de Briey, je pense à la A31 qui concerne le quotidien de nos habitants, de nos concitoyens, pour lesquels le statu quo n'est plus possible. Donc sur tous ces sujets, on va avoir une démarche, un travail de proximité, de co-construction, de lien entre les élus, les citoyens et le national. Et c'est pour ça on pense que c'est intéressant d'avoir un député de la majorité présidentielle qui permettra à ce que nos élus ou nos citoyens, peu importe leur étiquette, leur sensibilité politique, de porter ces sujets qui nous concernent tous. Le statu quo en soi n'est plus acceptable. En plus de ça, comme vous savez, on a des gros sujets de réindustrialisation dans notre territoire, d'emploi donc. Et l'objectif du président de la République est d'aller vers le plein emploi en 5 ans, c'est-à-dire un taux de chômage inférieur à 4%, ce qui veut dire, devra être reproduit localement. Et donc, on le sait à Pont-à-Mousson, on a les sujets à Saint-Gobain, on a également le sujet de la réindustrialisation du bassin de Pompée, sur le PIE également, et un sujet également qui concerne notre jeunesse, notamment sur l'insertion et son entrée dans le monde du travail, sachant comme je l'ai dit, donc l'emploi et la valeur travail qui était essentielle dans le programme d'Emmanuel Macron, que je souhaite porter et retranscrire lors de ces élections législatives et amener au débat. Le travail, l'emploi de tous ces jeunes et puis tous ceux qui sont en recherche d'un emploi, c'est l'une des priorités. Le transport, alors c'est vrai que notamment la 31 bis, on en avait aussi parlé. Je ne sais pas si c'est aussi un des thèmes qui peut être abordé sur justement votre programme. Évidemment, ça va être un thème très important. D'ailleurs, c'est un sujet qui dépasse les clivages politiques, où on a des élus de droite, de centre et de gauche qui se réunissent parce qu'ils savent que c'est un sujet qui concerne le quotidien de nos concitoyens. C'est aussi, il faut le dire, un sujet qui est du domaine de la région, mais on peut pas
pas non plus dire c'est un domaine qui est réservé à une collectivité. Mon objectif, et ce que c'est d'incarner le président de la République, c'est de faire en sorte que l'action qui est menée dépasse les clivages politiques et soit dans l'intérêt de tout le monde. Et donc moi, si les concitoyens me donnent la chance d'être député le 2 juin, je rentrerai immédiatement sur ces chantiers-là qui concernent notre quotidien, parce que ce soit sur Pont-à-Mousson ou sur toute la circonscription, on a beaucoup de nos concitoyens qui utilisent quotidiennement leur véhicule, qui utilisent la 31, et on le sait très bien en début de journée ou en fin de journée, c'est très très compliqué. Et dès lors qu'on a un petit événement, que ce soit un accident ou un peu de travaux, ça devient vite délicat. On le voit actuellement au niveau de Belleville, les travaux qui ont lieu actuellement, on a réduit le nombre de voies qui a été juste rétréci, et par soirée qui est passé à une seule voie, ça crée tout de suite des bouchons très importants, y compris jusqu'à Metz. Et quand on a un nombre de travailleurs qui ne travaillent pas exactement là où ils vivent, on voit que c'est un sujet important. Donc tout ça est évidemment à développer avec les sujets de transport collectif, de transport en commun et des modes de déplacement nouveaux propres. Et pour tout cela, il faut qu'on ait un projet global. Nous, on porte notre idée d'avoir un impact le moindre possible dans notre environnement, et donc c'est avec cela qu'on va travailler main dans la main, tisser un lien entre les élus, les concitoyens, les utilisateurs de ces différents moyens de transport, et faire des propositions co-construites et porter l'intérêt du territoire, parce que c'est ça. Et je pense qu'avec mon dynamisme, mon énergie et la volonté que j'ai de traiter ces sujets-là, je pourrais apporter une voix intéressante dans le débat. Si on veut évidemment vous suivre, comment ça se passe? On peut vous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux? Oui, évidemment. Bon, comme vous savez, je suis assez actif sur les réseaux sociaux, donc tous les réseaux sociaux traditionnels, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn également, pour le monde professionnel parce qu'il est important. Et je souhaite également avoir une relation particulière avec le monde professionnel, les différentes fédérations, la fédération des artisans, la fédération des agriculteurs, qui sont importants chez nous, des chasseurs aussi, des acteurs associatifs. Donc évidemment là-dessus, on va avoir une campagne de proximité au contact. On va pas laisser enfermer dans des locaux de campagne, dans des QG de campagne, on va être sur le terrain, donc on espère avoir l'occasion de rencontrer, en tout cas on invite toutes celles et tous ceux qui veulent nous rencontrer à nous contacter, nous faire part des événements. On sera là du matin au soir, de 6h à 22h, pendant les jours qui viennent, pour aller leur contact, les écouter et essayer de les convaincre que le vote utile pour un renouveau, pour une nouvelle dynamique dans notre territoire, ça passera par ma candidature. J'ai envie de dire, le plus important, c'est aussi que les gens votent tout simplement, parce que quand des fois on voit les taux d'abstention, je pense que la priorité, c'est de donner envie aux gens de voter aussi. Exactement. On a eu le taux de participation qui était assez faible lors de la présidentielle, même s'il est haut par rapport aux autres élections. On n'oublie pas que les élections de l'année passée avaient des taux de participation très faibles, départementales, municipales, y compris les régionales. C'est évidemment, ça ne nous réjouit évidemment pas. On a notre part de responsabilité en tant que politique, en n'élevant pas le débat. Donc c'est pour ça que je souhaite qu'avec tous mes opposants, on soit dans un débat de respect et de respect du cadre républicain. En tout cas, je veillerai à ce que ce soit mon cas, qu'on puisse débattre sereinement, tranquillement, pour donner envie à nos concitoyens d'aller choisir leurs députés et leur faire comprendre aussi que le choix du député, le choix de la majorité, le choix de la force qu'on donne au président de la République au sein de l'Assemblée nationale n'est pas neutre et peut avoir un impact. En tout cas, nous, on s'engage, et c'est notre candidature, on s'engage à être totalement dans le respect de nos adversaires, dans le respect de nos concitoyens, peu importe leur sensibilité, et être à leur écoute autant qu'il faudra. Voilà, Ergun Toppersland, candidat officiel donc d'Emmanuel Macron, de la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Franck, merci Radioactivité, à très vite. Sur Radioactivité, nous avons écouté les 10 candidats par ordre alphabétique de leur nom de famille, déclarés pour les élections législatives 2022 de la 6e circonscription Meurthe-et-Moselle. Je vous rappelle que le premier tour de ces élections législatives auront lieu ce dimanche 12 juin 2022. N'oubliez pas de voter.